le monde des Goths de Vibark. Après s'être installés dans les larges vallées près de la Vistule, les Goths commencèrent à se construire une nouvelle vie. Cette région était différente des îles qu'ils avaient quittées. Les forêts étaient encore denses, mais les terres étaient plus propices à l'agriculture. Les rivières coulaient dans les vallées et le sol était fertile. C'était un lieu où l'on pouvait cultiver, élever des animaux et construire des habitations permanentes. C'était le cœur de ce que les historiens appellent la culture de Vilbark, un mode de vie façonné à la fois par la tradition et le changement. Les villages des Goths de Vilbark n'étaient pas des assemblages aléatoires de huttes. Ils étaient planifiés et organisés. Les familles vivaient dans de longues maisons en bois massif. Certaines s'étendaient sur plus de 40 mètres, suffisamment grandes pour accueillir plusieurs personnes et même des animaux sous le même toit. À l'intérieur, des cheminées étaient installées au centre, où l'on cuisinait et partageait la chaleur. Les murs étaient bordés d'espaces de rangement pour les outils, le grain et les provisions. Ces maisons n'étaient pas de simples abris. Elles étaient le centre de la vie quotidienne. À l'extérieur des maisons, les gens travaillaient dans les champs et les jardins. Ils cultivaient du blé, de l'orge et d'autres céréales. Ils élevaient des vaches, des moutons, des chèvres et des cochons. Des outils agricoles en fer les aidaient à labourer la terre et à récolter les récoltes. Les Goths apprirent à stocker leur surplus de céréales dans des fosses et des bacs en bois, ce qui leur permettait de survivre aux hivers rigoureux. Ils chassaient également la faune sauvage et cueillaient des baies, des noix et des herbes dans la forêt. Des ateliers étaient construits près des habitations, où des mains expertes façonnaient outils, poteries et ornements. Les forgerons chauffaient le fer et le martelaient pour en faire des lames, des clous et des outils agricoles. Les potiers façonnaient l'argile de leurs mains, créant des pots à la fois utiles et esthétiques. Certains étaient décorés de motifs imprimés dans l'argile humide à l'aide de cordes, bâtons ou des doigts. Ces motifs simples évoquaient la vie quotidienne, mais ils reliaient aussi les Goths à leur passé nordique. Bijoux et vêtements témoignaient d'un amour de la beauté et de l'identité. Les femmes portaient des broches pour fermer leurs robes. Les hommes portaient des couteaux aux manches décorées. Boucles de ceinture, épingles et pendentifs étaient en bronze, en argent et parfois même en or. Ces objets étaient plus que de simples objets décoratifs. Ils témoignaient d'un statut social et de liens familiaux. Certains objets arboraient des motifs similaires à ceux retrouvés dans les tombes de Gotland, prouvant que les Goths n'avaient pas oublié leurs origines. Les morts étaient traités avec le plus grand respect. Certains étaient enterrés, d'autres incinérés. Dans les deux cas, on leur donnait des objets à emporter, armes, peaux, bijoux et nourriture. Les tombes étaient soigneusement préparées et nombre d'entre elles étaient marquées de pierres. Cela témoignait de la croyance des Goths en une vie après la mort et de leur désir d'envoyer leurs proches dans ce voyage avec honneur. La manière dont ils enterraient leurs morts aide également les historiens à comprendre la transmission de leurs croyances et coutumes. Le commerce était un élément important de la vie des Goths. Même si les Goths vivaient loin du cœur de l'Empire romain, des pièces de monnaie et des objets romains ont été retrouvés dans leurs colonies. Coupes en verre, bols en bronze et bijoux raffinés fabriqués dans des contrées lointaines ont fini entre les mains des Goths. En échange, les Goths ont pu être échangés de l'ambre de la Baltique, des fourrures ou des objets artisanaux. Ces échanges les ont connectés à un monde bien plus vaste et ont contribué au renforcement de leur culture. Le monde des Goths de Vibark n'était ni simple ni faible. Il était empreint d'efforts, d'apprentissage et de créativité. Ils étaient agriculteurs, guerriers, bâtisseurs et commerçants. Ils vivaient près de la terre, mais parvenaient à rayonner grâce au commerce. Ils se souvenaient de leur passé, honoraient leurs morts et façonnaient leur avenir de leurs propres mains. Cette étape dans la vallée de la Vistule était bien plus qu'une simple étape sur leur chemin. C'était une époque de croissance et de puissance. Les Goths ne faisaient pas que passer. Ils construisaient quelque chose de durable. Leur village était solide, leurs champs abondaient, leurs mains étaient expertes. Sur cette terre entre forêt et rivière, les Goths posèrent les fondations de tout ce qui allait suivre. Le monde des Goths de Vilbark était calme mais puissant, ancré dans la tradition et ouvert au changement. C'était un monde prêt à franchir une nouvelle étape dans une longue et importante histoire. Mythes gravés dans la pierre jordanesse et le ventre des nations. Bien des années après le début du long voyage des Goths à travers l'Europe, un homme nommé Jordanès tenta de consigner par écrit leur histoire.
Il vécut à Constantinople vers l'an 550 ap. Jay, et bien que n'étant pas d'origine gothique, il ressentait un lien profond avec leur passé. Il souhaitait préserver leur histoire, leur culture et le grand chemin qu'ils avaient parcouru au fil des siècles. Son œuvre s'intitulait Héros, et il reste l'un des plus anciens récits écrits du peuple gothique. Jordanès écrivait à une époque où les Goths étaient déjà célèbres dans toute l'Europe. Ils avaient livré de puissantes batailles, régné sur des royaumes et marqué l'histoire de nombreux pays. Mais leur début restait encore entouré de mystères. Une grande partie de ce que Jordanès savait provenait de récits anciens, de légendes et d'un livre antérieur écrit par un Romain nommé Cassiodore, aujourd'hui disparu. Jordanès s'est servi de ces sources pour brosser un tableau des débuts des Goths. Ces mots mêlent vérité et légende, mémoire et imagination. Mais même dans les mythes, on trouve des traces de réalité. Selon Jordanès, les Goths venaient d'un pays appelé Skenzaïl, la décrivait comme une île du Grand Nord, peuplée de rivières, de forêts et de gens. Il l'appelait le ventre des nations, car il croyait que de nombreuses tribus y étaient nées avant de se répandre dans le monde. Cela correspond à ce que les archéologues ont découvert dans des endroits comme Gotland et le sud de la Suède, où des tombes et des objets gothiques primitifs ont été découverts. Même si Jordanes écrivait des siècles plus tard, son récit porte des échos du passé. L'une des légendes les plus importantes que Jordanès partage est celle du roi Bérig. Il aurait été le premier chef des Goths à les éloigner de leur île natale. Selon l'histoire, il aurait conduit son peuple à travers la mer à bord de seulement 3 navires. Ils débarquèrent sur les rives sud de la Baltique, où ils rencontrèrent une autre tribu appelée les Rougis. Les Goths les combattirent et les vainquirent, s'appropriant le territoire. Jordanès écrit que ce fut la première étape de leur long voyage vers le sud. L'histoire du roi Bérig n'est être pas entièrement vraie, mais elle nous révèle quelque chose d'important. Elle évoque le courage, la traversée des mers, et un peuple prêt à abandonner l'ancien pour explorer le nouveau. Elle illustre également l'importance des chefs dans la mémoire gothique. Bérig est devenu plus qu'un simple homme. Il est devenu un symbole de mouvement, de changement et d'espoir pour l'avenir. Jordanes a donné de riches détails sur Skanza, la patrie des Goths. Il évoquait ses forêts denses, ses nombreuses rivières et sa beauté froide et sauvage. Il disait que le pays était si peuplé qu'il devait partir pour faire de la place. Cette idée provenait être d'expériences réelles, comme les pénuries alimentaires ou les fermes surpeuplées du Nord. Elle illustre également la vision que les Goths avaient d'eux-mêmes, forts, en pleine croissance et pleins de vie. Les mythes racontés par Jordanès étaient plus que de simples histoires. Ils aidaient les Goths à comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient. Dans un monde marqué par les changements et la guerre, ces récits leur ont donné des racines. Ils leur rappelaient leur ancienne patrie, leur long voyage et leur place dans le monde. Même loin de Skanza, les Goths portaient le souvenir de cette île du Nord dans leur cœur. Jordanès n'a pas seulement écrit sur le passé, il souhaitait relier les premiers Goths au peuple puissant qu'ils étaient devenus. En reliant leur histoire à de grands chefs, des terres anciennes et des actes héroïques, il leur a donné fierté et raison d'être. Ces écrits ont contribué à maintenir l'identité gothique vivante à une époque où de nombreuses tribus étaient oubliées ou divisées. Bien qu'il faille lire Jordanès avec prudence, sachant que certains passages relèvent de la légende, son œuvre demeure précieuse. Elle constitue un pont entre le passé gothique et le monde écrit. Elle s'empare des pierres de la mémoire et les grave dans l'histoire. Dans ces récits de rois, d'îles et de terres anciennes, on retrouve le cœur battant d'un peuple qui a jadis façonné l'Europe. Leur histoire, réelle et imaginaire, résonne encore à travers les âges. À travers les montagnes, le grand exode, après de nombreuses années passées dans la vallée de la Vistule, les Goths recommencèrent à se déplacer. Cette fois, leur périple les mènerait plus loin que jamais. Leur village s'était agrandi, leurs fermes s'étaient étendues et leur nombre avait augmenté. Mais quelque chose était en train de changer. Le territoire autrefois vaste et ouvert semblait désormais peuplé. La pression des autres tribus, les changements climatiques et la recherche de nouvelles opportunités y ont être contribués.
Lentement mais sûrement, les Goths se préparèrent à ce qui allait devenir l'une des plus grandes migrations du début de l'histoire européenne. Ce grand mouvement ne concernait pas seulement un petit groupe de personnes, c'était toute une nation en mouvement. Ils entassèrent leur vie dans des chariots et des charrettes, emportant avec eux outils, animaux, vivres et trésors familiaux. Anciens, enfants, guerriers et artisans voyageaient tous ensemble. Le voyage fut long et difficile. Il les conduisit à travers des forêts denses, de larges rivières et des cols montagneux escarpés. Leur chemin les mena vers le sud et l'est, passant par les terres familières de leurs voisins et pénétrant dans un monde dont ils n'avaient entendu parler que dans les récits. Les Carpates se dressaient devant eux telle une immense muraille, mais les Goths étaient déterminés. Un par un, groupe par groupe, ils traversèrent ce terrain accidenté. La traversée ne fut pas facile. Les montagnes étaient froides et dangereuses. La neige recouvrait les sentiers et les tempêtes soudaines rendaient les déplacements périlleux. Les familles devaient avancer lentement, se méfiant des chutes de pierres, des animaux sauvages et des rivières profondes. Mais avec patience et force, ils continuèrent d'avancer. Ils suivirent les sentiers empruntés par les commerçants et les bergers avant eux, empruntant d'anciens sentiers qui serpentaient à travers d'étroites vallées. En chemin, ils se reposèrent peu, être dans de petits campements, chassèrent pour se nourrir et réparèrent des chariots cassés. Chaque pas en avant était un pas vers un avenir nouveau. De l'autre côté des montagnes s'étendaient les vastes étendues de la steppe pontique caspienne. Cette vaste région s'étendait à perte de vue, peuplée de prairies, de rivières et d'un ciel bleu. Elle ne ressemblait à rien de ce que les Goths avaient connu auparavant. Il n'y avait ni forêt dense ni collines paisibles, seulement des espaces ouverts et des plaines vallonnées. Mais cette nouvelle terre offrait aux Goths ce dont ils avaient besoin, de l'espace pour se développer. Il y avait des terres à cultiver, de l'espace pour faire paître les troupeaux et des voies commerciales dégagées. C'était un lieu où un peuple pouvait bâtir une existence durable. Les archéologues ont plus tard appelé la culture qui s'est formée ici la culture de Tcherniakov. Elle était composée non seulement des Goths, mais aussi d'autres groupes déjà présents dans la région, notamment les Sarmates, les Alains et les vestiges de peuples plus anciens comme les Scythes. Au lieu de se battre pour le contrôle, nombre de ces groupes ont trouvé des moyens de vivre ensemble. Ils ont partagé leurs compétences, échangé des biens et parfois même contracté des mariages entre tribus. Un nouveau type de société a commencé à se former. Une société forte, flexible et prête à relever les défis à venir. Dans ce nouveau foyer, les Goths bâtirent des colonies plus vastes qu'auparavant. Certaines ressemblaient à des villes, comptant des centaines, voire des milliers d'habitants. Les maisons étaient regroupées et il y avait des espaces pour les animaux, des ateliers et des entrepôts. Des champs furent plantés et des routes commerciales rouvertes. La poterie fabriquée dans ces villages témoigne d'un mélange de styles, certains venus du nord, d'autres locaux, d'autres encore influencés par le monde romain. Ce mélange d'idées contribua à façonner une culture riche et diversifiée. Le grand exode de la région de la Vistule fut plus qu'un simple déplacement. C'était une transformation. Les Goths n'étaient plus seulement des insulaires de la Baltique ou des agriculteurs des vallées fluviales. Ils avaient traversé des montagnes, survécu à des épreuves et atteint un monde nouveau. Ils avaient laissé derrière eux ce qui leur était familier pour bâtir quelque chose de plus grand. Ce voyage marqua le début d'un chapitre important de leur histoire. Ils étaient désormais un peuple de la steppe, souverain de vastes territoires, et faisaient partie d'un réseau croissant qui s'étendait de l'Empire romain aux confins de l'Asie. Leur voyage n'était pas terminé. D'autres changements allaient survenir, d'autres défis allaient surgir. Mais les Goths avaient montré qu'ils pouvaient s'adapter, survivre et prospérer. Leur grande migration ne les avait pas seulement menés à travers les terres, elle les avait fait avancer dans le temps. Au-delà des montagnes, les Goths avaient trouvé plus que des terres. Ils avaient trouvé leur avenir, la confédération multitribale. En s'installant sur les vastes terres de la steppe pontique caspienne, les Goths ne vivaient pas seuls. Autour d'eux se trouvaient de nombreuses autres tribus, chacune possédant ses propres coutumes, langues
et histoire. Certaines vivaient dans la région depuis des générations, tandis que d'autres étaient arrivées de contrées lointaines. Au lieu de repousser ces groupes, les Goths trouvèrent le moyen de cohabiter avec eux. Au fil du temps, ces différents peuples commencèrent à se rassembler. Ils travaillaient, commerçaient, se battaient et vivaient côte à côte. Ce n'était pas une tribu unique, mais un vaste groupe flexible de tribus alliées qui se forma. Ce fut le début de la confédération multitribale. Cette confédération ne ressemblait pas à un pays moderne, avec ses frontières et son gouvernement. C'était un ensemble de tribus qui s'accordaient pour collaborer en cas de besoin. Chaque tribu avait son propre chef, ses propres traditions et son propre mode de vie. Mais face aux dangers ou à des décisions importantes, elles unissaient leurs forces. Elles tenaient des conseils, partageaient leurs ressources et choisissaient des chefs capables de parler au nom de tous. Ce mode d'organisation contribua à la force de la confédération. Elle pouvait évoluer rapidement et réagir aux menaces, tout en permettant à chaque tribu de conserver son identité propre. Parmi les tribus qui rejoignirent les Goths figuraient les Sarmates, réputés pour leurs cavaliers habiles et leurs guerriers puissants. Ils enseignèrent aux Goths de nouvelles techniques de combat, notamment à cheval. Leur cavalerie lourde, composée de cavaliers en armure et de longues lances, devint un élément important de l'armée de la Confédération. Les Alains, autres peuples des steppes, apportèrent également leurs traditions et leur savoir-faire. Cavaliers et commerçants experts, leur influence se reflète dans les outils, les armes et les bijoux gothiques. Même des peuples plus anciens comme les Scythes, bien qu'affaiblis, continuèrent de transmettre leurs connaissances en matière d'agriculture, de voyage et de gestion de la terre. La Confédération comprenait également d'autres tribus germaniques. Certaines parlaient des langues proches du gothique, tandis que d'autres possédaient la leur. Ces groupes apportèrent de nouvelles idées, histoires et croyances à la culture commune. Ensemble, ils formèrent un vaste et puissant réseau de communautés réparties à travers la steppe. Ils partageaient routes, marchés et champs de bataille. Mais chaque groupe conserva ses chants, sa religion et ses chefs. Vivre au sein d'une confédération offrait de nombreux avantages. Lorsqu'une tribu était attaquée, les autres pouvaient lui apporter de l'aide. Lorsqu'une tribu avait une bonne récolte, elle pouvait commercer avec celle qui n'en avait pas. Lorsqu'ils partaient en guerre, ils pouvaient former de grandes armées composées de guerriers venus de divers horizons. Cela les aidait à affronter de puissants ennemis, dont l'Empire romain. Les généraux romains comprirent rapidement que ces tribus n'étaient pas dispersées, elles étaient organisées, unies et habiles au combat. Les chefs de la Confédération gagnaient le respect non seulement par leur naissance, mais aussi par leur sagesse et leur succès. Un orateur habile, garant de la paix entre les tribus, pouvait également devenir important. Ce système permettait aux individus forts de s'élever, mais il impliquait aussi qu'ils fassent constamment leurs preuves. Le pouvoir n'était pas indéfini, il devait être gagné et conservé par l'action. La religion jouait un rôle important dans l'unité des tribus. Si chaque groupe avait sa propre religion et ses propres traditions, nombre de leurs croyances étaient similaires. Ils honoraient la nature, respectaient les esprits de leurs ancêtres et organisaient des cérémonies pour les récoltes, la guerre et la mort. Les lieux sacrés, comme les rivières, les arbres ou les collines, étaient partagés par de nombreuses tribus. Parfois, différentes tribus se réunissaient pour de grandes fêtes, au cours desquelles elles faisaient des offrandes, chantaient des chants et racontaient des histoires. Ces événements communs contribuaient à instaurer la confiance et l'amitié entre les groupes. La confédération multitribale était forte non pas parce que tous étaient identiques, mais parce que ses membres avaient appris à vivre ensemble. Ils respectaient les différences, mais voyaient aussi la valeur de l'unité. Cela les rendait plus difficiles à vaincre et mieux préparés pour l'avenir. Leur mode de vie reposait sur un équilibre, entre tradition et changement, entre indépendance et coopération. Cette confédération allait façonner l'avenir du peuple gothique. Elle leur apporta force, savoir et alliés. Elle les prépara aux défis à venir, venus de l'Est comme de l'Ouest. Ensemble, ces tribus créèrent une communauté plus que la somme de ses parties. Dans les vastes étendues de la steppe, sous le vaste ciel, elles bâtirent un monde où beaucoup pourraient vivre ensemble.
La croissance de la Confédération fut également soutenue par des échanges culturels profonds. Lorsque des tribus se rencontraient lors de foires saisonnières ou de rassemblements religieux, elles partageaient bien plus que des biens matériels. Elles échangeaient des chansons, des mythes, des techniques de construction et des pratiques agricoles. Par exemple, certains groupes enseignèrent des méthodes efficaces pour stocker les céréales durant l'hiver, tandis que d'autres introduisirent de nouveaux outils pour travailler la terre. De telles innovations se répandirent rapidement dans toute la Confédération, profitant à l'ensemble des communautés. Les langues se mêlaient aussi peu à peu. Dans les zones où différentes tribus coexistaient, les habitants inventaient parfois une sorte de langue commune, un mélange de mots empruntés à chacun. Cela facilitait les échanges et permettait une meilleure entente entre peuples très différents. Les enfants, en particulier, grandissaient souvent bilingues ou trilingues, capables de parler à leurs voisins et aux commerçants itinérants. La richesse artistique reflétait cette diversité. Les artisans adoptaient des motifs d'autres cultures, les transformant pour les intégrer à leur propre style. Des broderies, des sculptures sur bois et des objets en métal portaient des influences mélangées traces visibles de cette union de peuples. Même la musique, transmise oralement, variait d'un village à l'autre mais utilisait parfois des instruments communs, preuve d'un échange constant. Les mariages intertribaux étaient courants et jouaient un rôle crucial dans la solidité des alliances. Lorsqu'une jeune femme d'un peuple épousait un homme d'un autre, cela renforçait les liens politiques autant que les liens familiaux. Ces unions permettaient aussi la circulation des savoirs et des traditions, ancrant davantage la coopération au sein de la Confédération. Dans les moments de crise, ce système prouvait sa valeur. Lorsque des envahisseurs ou des bandes pillardes menaçaient un territoire, les messagers montés à cheval pouvaient atteindre rapidement les tribus alliées. Des renforts arrivaient alors en peu de temps et les groupes coordonnaient leurs forces avec discipline. Chaque tribu gardait sa façon de combattre, mais sous un même commandement temporaire, elles agissaient comme une armée soudée. Des figures émergèrent, respectées à la fois pour leur bravoure et leur capacité à unir. Ces chefs charismatiques n'imposaient pas leur volonté par la force, mais gagnaient le soutien par la parole, la justice et l'expérience. Le respect mutuel entre tribus permettait à de telles personnalités de jouer un rôle diplomatique majeur, réglant les conflits avant qu'ils ne deviennent des guerres. La vie quotidienne, bien que différente d'une tribu à l'autre, restait ancrée dans des valeurs communes. L'hospitalité, par exemple, était sacrée. Accueillir un voyageur, lui offrir pain et eau, était vu comme un devoir sacré. Cette coutume renforçait les liens et la sécurité dans l'ensemble du territoire. La nature, toujours présente, dictait aussi les rythmes de cette grande alliance. Les mouvements des troupeaux, les périodes de semailles et les migrations saisonnières rythmaient l'année. Certaines tribus suivaient les animaux dans les plaines, d'autres restaient sédentaires, mais toutes dépendaient des cycles naturels. Ce respect partagé pour l'environnement contribuait à une certaine harmonie entre les peuples. Les anciens, gardiens de la mémoire collective, occupaient une place centrale. Ils racontaient l'histoire des alliances passées, des victoires et des leçons tirées des conflits. Leurs récits formaient un lien invisible entre les générations, rappelant que le destin du peuple reposait sur l'équilibre entre mémoire et adaptation. Les rites funéraires reflétaient également cette diversité unifiée. Certains peuples enterraient leurs morts avec des offrandes, d'autres les incinéraient, mais dans tous les cas, l'attention portée à l'au-delà montrait une spiritualité commune. Des tertres funéraires partagés par plusieurs groupes témoignent de ce respect intertribal, où même les ancêtres reposaient côte à côte. Finalement, la confédération multitribale gothique fut bien plus qu'une alliance militaire ou un pacte temporaire. Elle constitua un modèle d'organisation sociale souple, capable d'absorber la diversité sans l'effacer. Elle démontra que la force pouvait naître de l'écoute, de la coopération et du respect mutuel. Dans un monde changeant, cette forme d'unité fondée sur l'interdépendance offrait un exemple puissant. Un peuple né de nombreux peuples marchant ensemble vers un avenir commun. Trônes jumeaux tervindiens et Grötungi. Au fil du temps, le peuple gothique gagna en nombre et en puissance. Ses colonies s'étendirent à travers la vaste steppe et sa confédération tribale se renforça. Mais cette croissance s'accompagna de nouveaux défis.
Leur territoire était vaste, et ces différentes parties offraient des modes de vie variés. À l'ouest, le territoire était vallonné et riche, parsemé de rivières et de forêts. À l'est, le paysage était plat et dégagé, propice à l'équitation et à l'élevage. Ces différences façonnèrent les peuples qui y vivaient. Au fil du temps, le monde gothique commença à se diviser en deux grands groupes, chacun doté de ses propres chefs, coutumes et modes de vie. Ces deux branches étaient les Tervingiens et les Greuthungi. Les Tervingiens s'installèrent dans la partie occidentale du territoire gothique. Ils vivaient sur des terres qui englobent aujourd'hui des parties de la Roumanie, de la Moldavie et de l'Ukraine occidentale. Ces régions étaient idéales pour l'agriculture et l'élevage. Les Tervingiens bâtirent des villages solides avec des maisons en bois, des clôtures et des entrepôts. Ils cultivaient la terre avec soin et produisaient suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de grandes communautés. En restant au même endroit plus longtemps, leur société devint plus stable et organisée. Leurs chefs gouvernaient depuis des centres fixes et leurs foyers devinrent plus permanents. Les Greuthungi vivaient plus à l'est, dans les vastes prairies qui s'étendaient vers le fleuve Don. Ces terres étaient plus propices à l'élevage qu'à l'agriculture. Les Greuthungi se déplaçaient plus souvent, suivant leurs animaux à la recherche de pâturages frais. Ils vivaient en petits groupes et construisaient des maisons plus faciles à démonter et à déplacer. Leur vie était façonnée par la steppe ouverte, où vitesse et souplesse étaient primordiales. Les chevaux jouaient un rôle essentiel dans leur culture. L'équitation était un mode de vie, et leurs guerriers comptaient parmi les meilleurs cavaliers de leur époque. La différence entre les deux groupes ne signifiait pas qu'ils étaient ennemis. Ils faisaient toujours partie de la grande famille gothique et travaillaient souvent ensemble. Mais au fil du temps, ils développèrent leurs propres traditions, chefs et objectifs. Les Tervingiens entretenaient des liens plus étroits avec l'Empire romain. Ils commerçaient davantage avec les villes romaines et s'inspiraient des coutumes romaines. On trouvait souvent des pièces de monnaie, des outils et des poteries romaines dans leurs villages. Certains commencèrent même à parler latin ou à servir dans les armées romaines. Cette proximité contribua à façonner les Tervingiens en une société plus romaine. Les Greuthungi, quant à eux, se tournaient davantage vers l'est. Ils commerçaient avec les peuples de la steppe, notamment les Sarmates et d'autres tribus nomades. Leur contact avec Rome était moins direct, et leur mode de vie restait plus proche des traditions anciennes. Ils conservaient leur structure tribale, se déplaçaient au gré des saisons et se consacraient à l'élevage de chevaux, à la chasse et aux raids rapides. Leurs chefs étaient choisis pour leur habileté au combat et leur capacité à guider les peuples à travers de vastes territoires. Les deux groupes étaient forts, mais de manière différente. Les Tervingiens possédaient de meilleures forteresses, de plus grandes fermes et des liens commerciaux plus étroits avec Rome. Les Greuthungi bénéficiaient d'une plus grande mobilité, de plus de chevaux et d'une forte culture guerrière. Chacun d'eux avait des chefs qui gagnaient leur pouvoir grâce à leur succès militaire, à leurs sages décisions et à la loyauté de leur peuple. Certains rois régnèrent de nombreuses années, tandis que d'autres perdirent leur place après avoir échoué au combat ou perdu la confiance de leurs partisans. La religion présentait également des différences. Les Tervingiens, en raison de leur contact avec le monde romain, commencèrent à entendre parler du christianisme. Certains d'entre eux adhérèrent à la nouvelle foi. Les Greuthungi, vivant plus loin de Rome, conservèrent leurs anciennes croyances. Ils vénéraient la religion de leurs ancêtres et célébraient des rituels dans des bois sacrés, près des rivières ou dans des cercles de pierre. Mais les deux groupes continuaient de croire au pouvoir de leur religion, à l'importance de l'honneur et à la valeur du courage. Le Danube devint peu à peu plus qu'une simple frontière. Il marquait une ligne entre deux mondes gothiques, l'un se rapprochant de Rome, l'autre restant fidèle aux traditions ancestrales. Pourtant, tous deux étaient gothiques par cœur. Ils parlaient des langues apparentées, partageaient des ancêtres communs et se souvenaient des mêmes histoires. À mesure que le monde extérieur changeait, ces deux branches gothiques allaient faire face à de nouvelles épreuves. Ensemble ou séparément, ils allaient laisser une empreinte durable dans l'histoire. Les trônes jumeaux des Tervingiens et des Greuthungi montraient comment un peuple pouvait se diviser en deux, façonné par la terre, les besoins et le temps.
Leurs chemins se croiseraient sans cesse, parfois en paix, parfois en guerre. Mais leurs racines restaient les mêmes, profondément ancrées dans le sol du Nord et portées à travers la steppe. Au fil des générations, les distinctions entre Terviniens et Grotungis se cristallisèrent davantage. Leurs modes de vie devinrent non seulement des habitudes, mais aussi des marqueurs d'identité. On reconnaissait un Tervingien à ses vêtements plus proches des styles romains, à ses bijoux finement travaillés, à ses outils forgés avec soin selon les techniques venues de l'Ouest. Les Grotungis, en revanche, portaient des tenues plus simples, conçues pour résister au vent de la steppe, et ornaient leurs chevaux d'éléments symboliques représentant leur clan ou leurs exploits. Les enfants grandissaient en apprenant non seulement à survivre, mais à défendre la mémoire de leur peuple. Chez les Tervingiens, l'éducation intégrait des éléments romains, lecture rudimentaire du latin, apprentissage de l'histoire impériale et même parfois formation militaire selon les tactiques romaines. Chez les Grotungis, l'apprentissage se faisait en mouvement, monter à cheval dès l'enfance, traquer les bêtes, lire les signes du ciel et s'orienter dans des plaines sans fin. Les récits transmis autour du feu glorifiaient la ruse, la rapidité et l'honneur dans le combat. Les deux peuples entretenaient des relations étroites mais parfois tendues. Lors de rassemblements saisonniers, ils échangeaient biens, bêtes et informations. Des mariages entre les deux groupes étaient célébrés pour sceller la paix ou renforcer des alliances. Toutefois, des rivalités surgissaient aussi. Des différends territoriaux, des tensions commerciales ou des ambitions de pouvoir pouvaient créer des conflits. Mais ces heures étaient généralement suivies de dialogues entre chefs, souvent arbitrés par des anciens respectés par les deux camps. Les assemblées des Tervingiens étaient souvent influencées par la politique romaine. Ils observaient les structures administratives romaines et adaptaient certaines idées à leur propre système. Par exemple, ils élisaient parfois des représentants chargés de gérer les relations avec les villes de l'Empire ou de négocier des traités. Chez les Grotungis, le pouvoir restait davantage entre les mains des chefs de guerre, qui prenaient les décisions collectives avec les chefs de clan autour d'un feu de camp, souvent sous le ciel étoilé, en buvant du lait fermenté ou en partageant du gibier. La géographie façonna aussi leur vision du monde. Les Terviniens, proches des villes romaines, entendaient des récits venus d'Italie, de Constantinople et même d'Afrique. Ils rêvaient parfois d'alliances durables avec l'Empire, voire d'intégration partielle. Les Grotungis, eux, regardaient vers les steppes infinies, vers les rivières qui menaient à l'est, où d'autres peuples nomades vivaient, voyageaient et se battaient. Ils avaient une vision plus fluide des frontières et une relation plus directe avec la nature sauvage. Les croyances spirituelles de chaque groupe continuaient de jouer un rôle central dans leurs actions. Alors que le christianisme s'ancrerait peu à peu chez certains Tervingiens grâce à des missionnaires comme Ulfila qui traduisit la Bible en gothique, les Grotungis conservaient une foi plus ancienne. Les cérémonies autour du feu, les chants rituels face au lever du soleil, les sacrifices symboliques aux esprits de la terre et des airs témoignaient d'une foi vivante, enracinée dans les éléments. Mais l'histoire allait bientôt les mettre à l'épreuve. Des rumeurs parvenaient de l'Est. Un peuple cavalier, impitoyable, avançait. Les Huns, venus d'au-delà des montagnes et des rivières, commencèrent à semer la peur. Les trônes jumeaux, jusque-là parfois éloignés, allaient devoir réévaluer leur position. Allaient-ils s'unir pour faire face au danger, ou bien suivre chacun leur voie, au risque d'être brisés séparément? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Que ce soit dans les villages fortifiés des Tervingien ou les campements mobiles des Grotungis, un même souffle animait les cœurs, celui d'un peuple ancien, prêt à se battre pour sa survie, sa mémoire et son identité. Deux branches, un tronc commun, deux trônes, une histoire partagée, artisans et cavaliers. Sur les terres des Goths, la vie ne se résumait pas à la guerre et au voyage. Il s'agissait aussi de créer avec soin, habileté et détermination. Tandis que les guerriers parcouraient les plaines et gardaient les frontières, les artisans travaillaient discrètement dans les villages, façonnant les outils et les trésors du quotidien. Ces deux groupes, artisans et cavaliers, jouaient des rôles très différents, mais tous deux étaient importants pour la société gothique.
L'un apportait beauté et ordre au foyer, tandis que l'autre apportait force et sécurité aux habitants. Les artisans gothiques étaient habiles de leurs mains. Ils travaillaient de nombreux matériaux, bois, argile, métal, cuir et os. Chaque objet qu'ils fabriquaient avait une utilité, mais beaucoup étaient également décorés. La poterie était façonnée avec soin et cuite au four. Certains pots étaient simples, destinés à la cuisson et à la conservation des aliments. D'autres étaient décorés de lignes, de cercles et de motifs. Ces motifs n'étaient pas seulement esthétiques, ils étaient souvent porteurs de sens, transmis depuis des temps et des contrées lointains. Les métallurgistes occupaient des postes parmi les plus importants. Ils fabriquaient des outils agricoles comme des charrues et des faucilles, mais aussi des armes, épées, lances, couteaux et pointes de flèches. Ces objets étaient solides et tranchants, conçus pour durer et protéger. Mais même les armes étaient souvent décorées, témoignant de l'alliance entre beauté et force. Broches, boucles de ceinture et épingles étaient en bronze, en argent ou en fer. Certaines étaient simples, mais beaucoup étaient sculptées d'animaux, de volutes ou de symboles. Ces objets témoignaient du statut social d'une personne, de ses liens familiaux, voire de sa tribu. Les bijoux occupaient une place particulière dans la vie gothique. Les femmes portaient des colliers de perles de verre, souvent de couleurs vives. Elles arboraient également des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. Les hommes portaient des épingles et des fermoirs décorés pour maintenir leur cape. Les bijoux n'étaient pas seulement décoratifs, ils témoignaient de fierté, d'honneur et d'identité. Une broche bien faite pouvait se transmettre de génération en génération. Une bague pouvait marquer une promesse importante. Ces articles étaient fabriqués avec soin et portés avec fierté. Les artisans travaillaient dans de petits ateliers ou dans des espaces ouverts près de chez eux. Certains travaillaient seuls, tandis que d'autres formaient des apprentis, transmettant leur savoir-faire à la génération suivante. Leur travail améliorait la vie quotidienne. Outils pour les travaux agricoles, marmites pour la nourriture, vêtements pour le froid et armes pour la défense. Sans ces mains expertes, le peuple gothique n'aurait pas pu bâtir sa société forte et en pleine expansion. Tandis que les artisans façonnaient les outils de la vie, les cavaliers, ces guerriers montés, protégeaient le peuple et exploraient de nouvelles terres. Les chevaux étaient un élément important de la culture gothique, en particulier chez les Goths de l'Est. Les jeunes garçons apprenaient à monter très tôt. Les chevaux étaient utilisés pour les voyages, la chasse et le combat. Un guerrier à cheval pouvait se déplacer rapidement, frapper promptement et échapper au danger. Ces cavaliers devinrent la force des armées gothiques. Le cheval d'un cavalier était plus qu'un simple animal. C'était un partenaire. Le guerrier en prenait soin, le dressait et lui faisait confiance au combat. Selles, brides et étriers étaient soigneusement confectionnés pour donner au cavalier le contrôle. Certains guerriers décoraient même leurs chevaux de tissus spéciaux ou d'ornements sculptés. Ces marques de soin témoignaient de respect et de fierté. Les tactiques de la cavalerie gothique étaient astucieuses. Ils utilisaient la vitesse, l'effet de surprise et le travail d'équipe pour remporter les batailles. En terrain découvert, leurs chevaux leur conféraient un avantage considérable. Ils pouvaient attaquer rapidement, puis se replier avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. En combattant aux côtés de l'infanterie, ils constituaient des forces puissantes et flexibles, capables de faire face à de nombreux types de menaces. Les cavaliers faisaient également office de messagers, d'éclaireurs et de chefs. Ils transmettaient des nouvelles entre les villages et surveillaient les frontières pour détecter tout danger. En temps de paix, ils aidaient à guider le commerce et assuraient la sécurité des routes. Leur rôle allait au-delà du combat. Ils assuraient la cohésion et la sécurité de la confédération. Ensemble, artisans et cavaliers bâtirent un monde gothique puissant. L'un façonna le métal et l'argile, l'autre façonna la puissance et le mouvement. L'un construisit les objets qui remplissaient les maisons, l'autre partit à cheval pour les protéger. Leurs compétences étaient différentes, mais toutes deux étaient nécessaires. La force d'un peuple ne réside pas seulement dans les épées ou les boucliers, mais aussi dans les mains qui fabriquent et les cœurs qui servent. Les Goths l'avaient bien compris. Leur monde était fortifié par ceux qui créaient et ceux qui défendaient. Dans leurs villages et à travers les plaines, artisans et chevaliers travaillaient ensemble, chacun avec fierté, chacun avec un but précis, pour maintenir leur peuple en vie
Fiers et prêts à affronter l'avenir, seigneurs du grain et du cheval, l'économie des steppes, dans les vastes étendues de la steppe, où le ciel touche la terre et où le vent souffle sans cesse, les Goths ont construit plus que de simples maisons. Ils ont bâti un mode de vie. Leur force ne provenait pas seulement des batailles ou des guerriers, elle provenait aussi de leurs champs, de leurs animaux et de la façon dont ils exploitaient ce que la terre leur offrait. L'économie des Goths de la steppe reposait sur deux éléments importants, les céréales et les chevaux. Ils étaient au cœur de leur survie et de leur réussite. La steppe était idéale pour certaines cultures. Le sol était riche et profond et les grands espaces permettaient de cultiver de vastes champs. Les agriculteurs gothiques cultivaient du blé, de l'orge et du millet. Ces céréales servaient à faire du pain, de la bouillie et à stocker des provisions pour l'hiver. L'agriculture n'était pas facile, mais les Goths apprirent à travailler la terre avec habileté. Ils utilisaient des charrues en bois et des outils en fer. Ils observaient attentivement les saisons et savaient quand semer et quand récolter. Les bonnes années, les céréales nourrissaient leurs familles et leurs animaux. Les années fastes, elles pouvaient être échangées contre des marchandises qu'ils ne pouvaient pas fabriquer eux-mêmes. Les céréales devinrent l'une de leurs ressources les plus précieuses. Elles pouvaient être séchées, stockées et transportées sur de longues distances. Leur commerce était facile et leur demande constante. L'Empire romain, avec ses nombreuses villes et ses soldats, avait souvent besoin de nourriture. Les commerçants gothiques transportaient des sacs de céréales vers le sud, jusqu'aux frontières romaines, où elles étaient échangées contre des pièces de monnaie, des outils, de la verrerie et d'autres produits romains. Ce commerce contribua à l'enrichissement des Goths et à leur rapprochement avec le monde qui les entourait. Mais si les céréales étaient la vie du village, les chevaux étaient la fierté de la steppe. Les Goths élevaient des chevaux forts et rapides, dressés dès leur plus jeune âge. Les chevaux ne servaient pas seulement au voyage, ils étaient utilisés pour l'agriculture, la chasse et la guerre. Un bon cheval était signe de richesse et de force. Les familles possédant de nombreux chevaux bénéficiaient d'une plus grande liberté de mouvement, d'une plus grande puissance au combat et d'un plus grand respect au sein de la communauté. L'économie des chevaux ne se limitait pas à leur possession. Il s'agissait d'élevage, de dressage et de soins. Les cavaliers gothiques étaient réputés pour leur habileté à monter et leur lien profond avec leurs animaux. Selles, rênes et brides étaient confectionnés avec soin, et les chevaux étaient nourris et soignés quotidiennement. En temps de paix, ils aidaient à labourer les champs et à tirer les charrettes. En cas de danger, ils transportaient les guerriers au combat ou aidaient les familles à fuir. Le commerce entre tribus et voisins impliquait souvent des chevaux. Un cheval robuste pouvait être échangé contre des armes, de la nourriture ou des vêtements. Dans certains cas, les chevaux servaient même à régler des dettes ou à nouer des alliances. Lorsque les tribus concluaient la paix ou s'engageaient dans une guerre, les chevaux étaient parfois offerts en signe de confiance et d'honneur. Ils n'étaient pas de simples animaux, ils faisaient partie intégrante du mode de vie gothique. Outre les céréales et les chevaux, les Goths faisaient également le commerce des fourrures, de la laine, du miel et de l'ambre. L'ambre, cette pierre dorée trouvée près de la mer Baltique, était particulièrement prisée par les Romains. Utilisée en bijouterie et en décoration, elle était transportée à travers tout l'Empire. La laine était transformée en vêtements chauds et en couvertures. Le miel servait à sucrer les aliments et à préparer l'hydromel, une boisson appréciée de nombreuses familles gothiques. Ces produits contribuaient tous à l'économie gothique et contribuaient à la construction de solides réseaux commerciaux. Les marchés se tenaient près des rivières ou des carrefours. Des gens de nombreux villages et tribus venaient y échanger des marchandises, partager des nouvelles et conclure des affaires. Les commerçants apportaient des marchandises de contrées lointaines et, en retour, ils repartaient avec les produits de la steppe. Ces marchés étaient aussi des lieux de rencontre et d'échange. Ils contribuaient à instaurer la paix et la compréhension entre les différents groupes. L'économie des Goths ne reposait pas sur les pièces de monnaie ou les villes. Elle reposait sur la terre, les saisons et la force de leurs mains. Ils savaient cultiver, élever des animaux et commercer avec sagesse. Ils vivaient dans un monde sans banque ni magasin, mais ils comprenaient la valeur,
l'équité et le travail acharné. Seigneurs du blé et des chevaux, les Goths menaient une vie à la fois simple et prospère. Leurs fermes nourrissaient leurs enfants, leurs chevaux les transportaient sur de longues distances. Leur commerce les reliait aux empires et à leurs voisins. C'est ainsi qu'ils survivaient, prospéraient et se préparaient à l'avenir. Tempête à l'horizon arrivée des Huns. Pendant de nombreuses années, les Goths vécurent dans les vastes étendues de la steppe. Leurs villages s'agrandirent, leur commerce se développa et leurs chevaux parcouraient librement les vastes plaines. Ils étaient forts, organisés et prêts à affronter la plupart des défis. Mais loin à l'est, au-delà des rivières et des montagnes, quelque chose changeait. Une nouvelle force surgissait, celle qui allait ébranler la steppe, briser la paix et semer la terreur parmi toutes les tribus. Cette force, c'étaient les Huns. Leur arrivée fut soudaine et leur impact allait changer le monde gothique à jamais. Les Huns étaient un peuple originaire d'Extrême-Orient, probablement des terres proches de l'Asie centrale. Cavaliers experts, ils se déplaçaient rapidement et attaquaient sans prévenir. Ils vivaient en petits groupes rapides et misaient sur la vitesse, l'effet de surprise et la force. Leurs guerriers étaient habiles à l'arc, tirant des flèches à toute vitesse. Ils portaient des armures de cuir et de métal, et leur visage était marqué par le vent et la guerre. Pour les Goths et les autres peuples de l'Ouest, les Huns ressemblaient à une tempête déferlant dans le ciel, sombre, rapide et inarrêtable. Les premiers signes de la présence des Huns se firent entendre par vagues. Les commerçants parlaient de villages incendiés, d'animaux volés et de tribus entières disparues du jour au lendemain. Puis arrivèrent les réfugiés, des groupes fuyant vers l'ouest, emportant avec eux seulement ce qu'ils pouvaient. Ils parlaient d'un peuple rapide comme l'éclair et attaquant sans prévenir. En avançant, les Huns écrasèrent tout sur leur passage. Les tribus qui vivaient autrefois à l'est des Goths n'avaient que deux choix, rejoindre les Huns ou fuir. Nombre d'entre elles choisirent de fuir et se précipitèrent directement en territoire gothique, semant la peur et la confusion. Au début, les Goths tentèrent de comprendre le chaos. Ils avaient déjà connu la guerre, ils avaient livré bataille et affronté des ennemis, mais cette fois c'était différent. Les Huns ne se contentaient pas de combattre, ils détruisaient. Ils ne réclamaient ni terre ni commerce, ils prenaient. Leur rapidité rendait la préparation difficile. Un jour, la steppe était silencieuse. Le lendemain, des cavaliers apparurent à l'horizon, et à la tombée de la nuit, tout avait disparu. Les villes brûlaient, les gens disparaissaient, les récoltes et les animaux étaient pris. La peur se répandait comme un incendie. Les Greuthungi, qui vivaient à l'est des terres gothiques, furent les premiers touchés. Leur village était plus proche de la route empruntée par les Huns. Nombre d'entre eux tentèrent de riposter, mais ils n'étaient pas préparés à affronter des ennemis aussi rapides et meurtriers. Certaines tribus Greuthungi furent anéanties. D'autres rejoignirent les groupes voisins pour fuir vers l'ouest. Leurs chefs, autrefois fiers et forts, se trouvaient désormais face à des choix impossibles, combattre et risquer la mort, ou fuir et chercher refuge. Les Tervingiens, qui vivaient plus à l'ouest, pressentaient la situation. Ils savaient que la tempête était proche. Leurs chefs commencèrent à rassembler leur peuple, à préparer leur défense et à envisager de traverser le Danube pour rejoindre le territoire romain. Cela signifierait quitter leur patrie et demander l'aide d'un empire auquel ils n'avaient pas pleinement confiance. Mais rester signifiait affronter la même destruction que celle qui s'était abattue sur les Greuthungi. L'arrivée des Huns a semé la panique dans la région. Les tribus qui vivaient en paix ou commerçaient ensemble se sont repliées sur elles-mêmes. Les anciennes alliances ont été mises à rude épreuve. Certains chefs ont tenté de résister aux Huns, tandis que d'autres cherchaient à conclure des accords. Mais la vérité était claire, la steppe n'était plus sûre. Le monde que les Goths avaient bâti pendant des générations était menacé. Leurs fermes, leurs maisons et leur mode de vie pouvaient disparaître d'une seule attaque. Le peuple gothique se trouvait alors à un tournant. Il ne pouvait affronter seul cette tempête. Il lui fallait se déplacer, trouver un abri et protéger ses familles. Ses dirigeants entamèrent des négociations avec l'Empire romain demandant la permission de traverser le fleuve et de s'installer sur son territoire. C'était une demande désespérée, mais née d'un besoin de survie. Le monde avait changé du jour au lendemain. Les anciennes coutumes avaient disparu.
Les Huns étaient arrivés, et rien ne serait plus comme avant. La steppe, autrefois paisible et commerçante, était désormais un lieu de peur et de fuite. Les Goths, qui avaient régné sur les terres ouvertes en seigneurs du blé et des chevaux, affrontaient désormais leur plus grande épreuve. La tempête était là, et ils devaient choisir, tenir bon, fuir ou reconstruire sur une nouvelle terre. Fracture et fuite, les Wisigoths en crise. L'arrivée des Huns bouleversa le monde que les Goths avaient connu. La peur balaya les steppes tel un vent glacial, et les habitants ne se sentaient plus en sécurité chez eux. Les villages brûlèrent, les récoltes furent piétinées, et les familles s'enfuirent avec tout ce qu'elles purent emporter. La pression venue de l'Est était trop forte. Elle repoussa tribu après tribu vers l'Ouest, et au cœur de cette tempête se trouvaient les Wisigoths, aussi appelés Tervingiens. Ils avaient autrefois vécu dans des villages forts, commercé avec les Romains et cultivé de riches terres. Ils se trouvaient désormais confrontés à un choix douloureux, fuir la menace ou rester et affronter la ruine. Les Wisigoths ne formaient pas un seul groupe. Ils étaient composés de nombreuses familles, de villages et de clans. Ils avaient leurs propres chefs, anciens et guerriers. En temps de paix, ils avaient trouvé le moyen de vivre et de travailler ensemble. Mais à mesure que le danger grandissait, de vieilles divergences refirent surface. Certains voulaient combattre les Huns. D'autres pensaient qu'il valait mieux fuir et demander de l'aide aux Romains. Le peuple était divisé. Les chefs se disputaient. La confiance commençait à se rompre. L'unité qui avait fait leur force commençait à se fissurer sous la pression. Leur roi de l'époque était Fritigern, un homme qui percevait clairement le danger. Il comprenait qu'il ne pourrait pas combattre les Huns seul. Son plan était audacieux, conduire son peuple de l'autre côté du Danube et chercher refuge au sein de l'Empire romain. Ce fut une décision difficile. Le fleuve était large et puissant, et les Romains n'étaient pas toujours cléments envers les étrangers, mais rester signifiait la destruction. Le cœur lourd et l'esprit plein d'espoir, les Wisigoths se tournèrent vers Rome. En 366, à Pergicée, ils envoyèrent des messagers à l'empereur romain Valens pour lui demander la permission de traverser le Danube et de s'installer en territoire romain. Ils promirent d'être pacifiques, de respecter les lois romaines et même de servir comme soldats si nécessaire. L'empereur accepta, mais à des conditions strictes. Les Wisigoths devaient remettre leurs armes et être affectés dans des zones choisies par les autorités romaines. L'accord semblait équitable, mais les choses tournèrent rapidement mal. Alors que des milliers de Wisigoths traversaient le fleuve, les autorités romaines n'étaient pas préparées. Il n'y avait ni nourriture, ni abri, ni espace. Les Goths, fatigués et affamés par leur voyage, attendaient dans des camps sales et surpeuplés. Les officiers romains profitèrent de leur détresse. Ils exigèrent des pots de vin pour la nourriture. Certains trompèrent même les Goths en leur faisant abandonner leurs enfants en guise de paiement. Les promesses qui leur avaient été faites furent rompues. La bienveillance qu'ils espéraient ne vint jamais. La colère et la peur commencèrent à grandir parmi les Wisigoths. Ils avaient quitté leur patrie, traversé un fleuve dangereux et s'étaient humiliés devant une puissance étrangère. Mais à présent, ils mouraient de faim et étaient traités sans respect. Leurs guerriers, autrefois fiers, étaient désormais surveillés et désarmés. Leur chef était mis à l'écart. Fritigern comprit que la paix ne durait pas. Le peuple était agité et les mauvais traitements étaient allés trop loin. En 378 apr. G.C., tout atteignit un point de rupture. Les Wisigoths se soulevèrent contre les Romains. Ils rassemblèrent leurs forces, trouvèrent des armes et se préparèrent au combat. L'armée romaine, menée par l'empereur Valens, marcha pour écraser la révolte. Mais les Wisigoths luttaient pour leur survie, pour leur famille et pour la justice. Lors de la bataille d'Andrinople, les Romains furent vaincus. L'empereur Valens fut tué, et son armée faillit être anéantie. Ce fut l'une des plus lourdes pertes que Rome ait jamais subies. Cette victoire n'apporta pas la paix, mais elle démontra au monde que les Wisigoths étaient une force digne de respect. Pourtant, leur crise n'était pas terminée. Ils n'avaient ni foyer, ni lieu sûr où s'installer, ni avenir clair. Ils errèrent à travers l'Empire,
tantôt combattants, tantôt mendiants, toujours en quête d'un lieu d'appartenance. Fritigern disparut, et de nouveaux dirigeants apparurent pour les guider dans cette période d'incertitude. La fuite de leur patrie, la trahison des Romains et la bataille qui a ébranlé un empire ont laissé de profondes cicatrices. Des familles avaient été brisées, la confiance avait été perdue. Et pourtant, les Wisigoths ont survécu. Malgré la douleur et la perte, ils ont conservé leur identité. Ils se souvenaient de qui ils étaient et d'où ils venaient. Cette crise les avait transformés, mais ne les avait pas détruits. Les Wisigoths n'étaient plus seulement un peuple de la steppe. Ils étaient désormais un peuple de mouvement, de lutte et d'espoir, et leur voyage était loin d'être terminé. Trônes et tribus, l'évolution de la royauté gothique. Au fil des périodes de paix, de guerre, de deuil et de foi, les Goths ont également modifié leur mode de gouvernement. À leur début, les tribus gothiques comptaient de nombreux petits chefs. Il s'agissait souvent d'anciens sages, de guerriers courageux ou de chefs de famille influents. Le pouvoir provenait du respect et du soutien, et non d'un trône ou d'une couronne. Un chef ne gouvernait qu'aussi longtemps qu'il pouvait protéger son peuple et prendre des décisions justes. En cas d'échec, il pouvait être remplacé. Ce mode de gouvernement fonctionnait bien lorsque les peuples vivaient en petits groupes et se déplaçaient fréquemment. Mais à mesure que leur monde s'étendait et se complexifiait, les Goths avaient besoin d'un leadership plus fort pour maintenir leur unité. L'apparition de nouveaux dangers et le besoin d'unité poussèrent les Goths à former des royaumes plus forts. Lorsque différentes tribus s'unissaient pour affronter des ennemis communs, un chef était parfois choisi pour les diriger toutes. Au départ, ce chef n'était pas un roi au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il s'apparentait davantage à un chef de guerre ou à un guide de confiance. Il dirigeait les batailles, assurait la paix entre les tribus et œuvrait pour la sécurité du peuple. Au fil du temps, cependant, cette position gagna en puissance et en importance. Ces premiers rois commencèrent à régner non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. L'un des premiers signes de ce changement fut le respect croissant accordé aux chefs qui avaient fait preuve de sagesse et de force. Un chef accompli qui protégeait sa tribu des ennemis ou l'aidait à s'installer sur de nouvelles terres était honoré. Ses paroles avaient du poids, son jugement était digne de confiance. Et s'il avait des fils, le peuple pouvait en choisir un pour prendre la tête. Cela marqua le lent début du règne familial, où le pouvoir se transmettait de père en fils. Ce n'était pas encore une loi, mais cela devenait une tradition. À mesure que les Goths s'installèrent en territoire romain et tissaient des liens plus étroits avec l'Empire, ils commencèrent à copier certaines idées romaines sur le leadership. Ils voyaient des empereurs assis sur des trônes d'or, vêtus de robes raffinées, et donnant des ordres qui s'étendaient sur de nombreux territoires. Si les Goths ne devinrent pas comme les Romains du jour au lendemain, ils commencèrent à façonner leur royauté de manière similaire. Les rois gothiques commencèrent à assumer davantage de rôles. Ils n'étaient plus seulement des chefs de guerre. Ils jugeaient également les questions juridiques, organisaient le commerce et prenaient des décisions concernant le territoire et la religion. Ce changement de royauté aida les Goths à rester forts dans les moments difficiles. Un roi sage pouvait instaurer la paix entre tribus rivales. Un roi courageux pouvait les mener à la victoire. Un roi juste pouvait régler les différends et protéger les faibles. Le peuple attendait toujours de son roi qu'il fasse ses preuves, mais il commençait aussi à considérer la couronne comme un symbole plus permanent, un symbole d'ordre et non plus seulement de pouvoir. À mesure que la royauté se renforçait, la structure autour du roi changeait également. Il n'était plus seul. Guerriers et anciens de confiance formaient des conseils pour prodiguer des conseils et aider à gouverner. Des messagers transmettaient les paroles du roi dans les villages lointains. Juges et prêtres travaillaient sous sa direction. La royauté gosse devenait plus organisée, plus stable et plus respectée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tribu. Ce nouveau style de gouvernement aida également les Goths à traiter avec d'autres royaumes et empires. Les dirigeants romains comprenaient les rois. Ils savaient négocier avec les dirigeants, et non avec de petits groupes. Avoir un chef unique facilitait aux Goths la possibilité de parler d'une seule voix. Cela les aidait à conquérir des terres, à signer des traités et à défendre leur peuple. Des rois comme Fritigern, puis Alaric montrèrent le pouvoir d'un roi gothique fort. Ils dirigèrent leur peuple avec courage, affrontèrent de puissants ennemis et marquèrent l'histoire.
Même si la royauté s'affirmait, les anciennes coutumes tribales ne furent jamais oubliées. Les rois gothiques devaient encore gagner la confiance de leurs guerriers et de leurs anciens. Ils ne pouvaient régner sans le soutien de leurs guerriers et de leurs aînés. Ils tenaient encore des conseils, écoutaient leur peuple et vivaient fidèlement aux valeurs de leur passé. Leur force ne provenait pas de l'or ou des châteaux, mais de la loyauté de ceux qu'ils dirigeaient. L'histoire de la royauté gothique est celle du changement et de l'équilibre. Elle a commencé par de simples rassemblements autour d'un feu de camp et s'est transformée en un système puissant qui a façonné les nations. Des tribus au trône, des anciens au roi, le peuple gothique a trouvé le moyen de s'épanouir sans perdre son identité. Son règne est né dans les forêts et a été éprouvé sur le champ de bataille, mais il a perduré car il était fondé sur la confiance, le courage et l'unité. Les graines d'un royaume vers l'Empire. Après des années d'errance, de guerre et de difficultés, les Goths commencèrent à rêver de quelque chose de plus durable, de plus grand que la simple survie. Ils avaient traversé des rivières, livré des batailles, conclu la paix et adopté de nouvelles croyances. Ils n'étaient plus seulement un groupe de tribus dispersées, ils devenaient plus forts, plus unis et plus déterminés. L'idée de bâtir un véritable royaume, un foyer durable, un lieu où leurs enfants pourraient hériter, commençait à germer. C'étaient les prémices d'un royaume gothique. Et même si cela demanderait du temps, des efforts et des sacrifices, le chemin vers l'Empire était déjà commencé. Les Wisigoths, en particulier, étaient à la tête de ce mouvement. Après les terribles événements de la bataille d'Andrinople, ils étaient restés au sein de l'Empire romain en tant que fédérés, c'est-à-dire alliés sous contrat spécial. Ils étaient autorisés à vivre sur le territoire romain, mais devaient effectuer leur service militaire. Si cela leur assurait une certaine sécurité, cela les maintenait également sous contrôle romain. Au fil du temps, les Wisigoths se lassèrent d'être traités comme des instruments, utiles en temps de guerre, mais indésirables en temps de paix. Ils aspiraient à plus que des terres. Liberté, dignité et un avenir qui leur soit propre. En cette période d'incertitude, un puissant chef s'éleva parmi eux. Il s'appelait Alaric. Il était intelligent, fort et fier. Il comprenait à la fois le monde romain et le cœur des Goths. Ayant servi dans l'armée romaine, Alaric connaissait le fonctionnement de l'Empire. Mais il était également loyal envers son peuple et souhaitait qu'il vive dans l'honneur. Il croyait que les Goths méritaient leur place, où ils n'auraient pas à mendier de la nourriture ni à se battre pour se loger. Sous sa direction, les Wisigoths prirent des mesures audacieuses pour façonner leur destin. Alaric mena son peuple à travers les terres romaines, non pas comme des pillards, mais comme un peuple en quête d'un foyer. Parfois, ils affrontèrent les forces romaines. D'autres fois, ils conclurent des accords. Mais toujours, ils allèrent de l'avant. En 410 APR, J.C. Alaric prit une décision qui allait bouleverser le monde. Il conduisit les Wisigoths à Rome et s'en empara. Pour la première fois depuis des siècles, la grande cité tomba aux mains d'une force extérieure, mais Alaric ne la détruisit pas. Il laissa les églises intactes et accorda protection à ceux qui cherchaient refuge. Cet acte démontra que les Goths n'étaient pas des destructeurs sauvages. Ils étaient en train de devenir quelqu'un d'autre. Ils étaient des bâtisseurs de l'histoire. Même si Alaric mourut peu après le sac de Rome, son rêve perdura. Son peuple continua de se déplacer vers l'ouest, à travers les terres de Gaule et jusqu'en Hispanie, l'Espagne actuelle. Là, les Wisigoths commencèrent à s'installer durablement. Ils s'emparèrent de terres, fondèrent de nouvelles villes et commencèrent à s'autogouverner. Leurs rois ne régnèrent pas seulement sur les guerriers, mais aussi sur les agriculteurs, les commerçants et les prêtres. Des lois furent rédigées, des églises furent construites, des routes furent réparées. Le chaos de l'errance céda peu à peu la place à l'ordre d'un royaume. Ce qui n'était autrefois qu'un groupe de réfugiés fatigués et affamés se transformait désormais en un État fort et organisé. Les Wisigoths veillaient à préserver une part de leur identité. Ils conservaient leur langue, leurs souvenirs et leur foi, mais ils s'adaptaient aussi à leur nouvel environnement. Ils apprenaient des Romains, commerçaient avec les populations locales, aimaient les coutumes anciennes et nouvelles. Ce mélange de cultures les contribua à devenir encore plus forts. Pendant ce temps, l'Empire romain s'affaiblissait.
Ses dirigeants se combattaient, ses frontières rétrécissaient et sa puissance déclinait. Les Goths et d'autres tribus semblables occupaient les espaces laissés vacants. Ils ne réclamaient plus de terre, ils en prenaient possession. Et chaque année, l'idée d'un royaume gothique devenait plus concrète. Ces premières années ne furent pas faciles. Il y avait encore des batailles, des problèmes et des doutes. Mais le rêve était clair. Les Goths voulaient cesser de fuir. Ils voulaient s'enraciner, élever leurs enfants en paix et transmettre un héritage meilleur à la génération suivante. Les graines de l'Empire étaient en terre. Les premières pierres d'un avenir gothique avaient été posées. Et tandis qu'ils regardaient vers l'avenir, les Goths n'étaient plus de simples vagabonds. Ils devenaient rois, bâtisseurs et dirigeants de leur propre monde. Un royaume s'élevait, non pas des ruines, mais de la force d'un peuple qui avait résisté, l'héritage des migrations. Le long voyage des Goths fut fait de mouvements, de luttes et de changements. Des forêts du nord aux plaines de la steppe, des rives du Danube aux collines d'Espagne, ils traversèrent des rivières, escaladèrent des montagnes et marchèrent à travers le feu et la peur. Leurs migrations ne furent pas de simples voyages. Ce furent de profonds changements qui façonnèrent leur identité et marquèrent le monde. L'histoire des Goths ne se limita pas à leur destination, mais à ce qu'ils devinrent et à ce qu'ils laissèrent derrière eux. Au début des migrations, les Goths étaient l'une des nombreuses tribus germaniques vivant dans de petits villages, chassant, cultivant et pratiquant d'anciennes religions. Ils avaient peu d'écriture, pas de villes et pas de frontières solides. Ils se déplaçaient pour trouver de meilleures terres, échapper à leurs ennemis et rechercher la sécurité. En chemin, ils rencontrèrent de nombreux autres peuples, Romains, Sarmates, Alains, Huns, et à chaque rencontre, ils apprenaient, s'adaptaient et changeaient. Ces rencontres étaient souvent synonymes de guerre, mais elles apportaient aussi de nouvelles idées, de nouveaux outils et de nouveaux modes de vie. L'un des plus grands héritages des migrations fut le mélange des cultures. Les Goths s'approprièrent des éléments du droit romain, de la foi chrétienne et des techniques de guerre des steppes. Ils ne copièrent pas tout, mais choisirent ce qui convenait le mieux à leurs besoins. Ils conservèrent leur langue, mais apprenirent le latin. Ils conservèrent leurs coutumes tribales, mais créèrent des cours royales. Ils suivirent leurs propres évêques, mais écoutèrent les enseignements romains. Ce mélange d'anciens et de nouveaux aida les Goths à survivre dans un monde en mutation. Les migrations ont également contribué à la formation des premiers royaumes européens. Avec l'éclatement de l'Empire romain, de nouvelles puissances ont émergé. Les Wisigoths d'Espagne, les Ostrogoths d'Italie et d'autres tribus comme les Francs et les Vandales ont bâti des royaumes là où l'Empire avait autrefois régné. Ces nouveaux États n'étaient pas de simples vestiges. Ils ont marqué le début de l'Europe médiévale. Les rois qui suivaient autrefois les généraux romains étaient désormais maîtres de leurs terres. Ils rédigeaient des lois, bâtissaient des églises et fondaient de nouvelles villes. Les voies empruntées par les Goths constituaient désormais les fondements de nations. Mais le voyage n'était pas sans coût. Les migrations apportaient des souffrances. Nombreux étaient ceux qui mouraient au combat ou de faim. Des familles étaient séparées. Des villages entiers disparaissaient. Les terres où les Goths pénétraient n'étaient pas vides. Elles abritaient déjà d'autres peuples. Cela provoqua conflits, souffrances et peurs des deux côtés. Les Romains considéraient les Goths comme des envahisseurs. Les Goths voyaient les Romains comme des oppresseurs. La confiance était rare et la paix souvent rompue. Pourtant, malgré tout cela, les deux mondes se rapprochèrent peu à peu. Un autre héritage des migrations était la mémoire qu'elles laissaient derrière elles. Les noms de chefs gothiques comme Alaric, Théodoric et Wulfila résonnent encore dans l'histoire. Des histoires se transmettaient, certaines vraies, d'autres façonnées par le temps. Ces récits rappelaient aux générations futures le courage, le leadership et le prix de la liberté. Même si les royaumes gothiques devaient un jour tomber, leur histoire demeurait. Leurs actions ont contribué à façonner l'avenir et leur mémoire a inspiré d'autres. La foi chrétienne fut également un legs durable des migrations. Ils contribuèrent à la construction d'églises, à la propagation de la foi et à la protection des chefs religieux. La Bible gothique, traduite par Wulfila, fut l'une des premières formes écrites de la langue germanique. Elle permit aux Goths de préserver leurs paroles, leurs pensées et leurs prières. La foi
qui avait autrefois divisé les peuples, contribua désormais à les rassembler. En fin de compte, l'héritage des migrations gothiques n'est pas seulement une histoire de déplacement, c'est une histoire de transformation. Les Goths, d'abord nomades, sont devenus des bâtisseurs de nations. Ils ont affronté la perte, mais ont trouvé la force. Ils ont traversé de nouvelles terres et ont contribué à façonner le monde qu'ils ont découvert. Leur passé a été jalonné de batailles, mais leur avenir a été bâti sur l'apprentissage, la foi et l'espoir. Leur histoire nous rappelle que l'histoire ne se résume pas à des frontières ou à des pouvoirs. Elle est celle des hommes qui recherchent la paix, construisent des foyers et espèrent un avenir meilleur. Les migrations des Goths ne marquèrent pas la fin d'un monde, mais le début de nombreux nouveaux. Leurs traces ont disparu depuis longtemps, mais les chemins qu'ils ont empruntés font encore partie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Écho d'une horloge gothique. Il y a bien longtemps, avant que le monde ne ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, un peuple peuples commencèrent à surgir des forêts ombragées et des côtes venteuses du Grand Nord. C'étaient les Goths. Ils vivaient dans un pays de mer froide, de grands pins et d'îles paisibles disséminées sur la Baltique. Leur histoire commence dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Suède et l'île de Gotland. La vie y était rythmée par les saisons. Les hivers étaient longs et rigoureux. Les étés brefs mais débordants de vie. Les Goths pêchaient dans les eaux froides, chassaient dans les forêts denses et commencèrent à façonner un mode de vie qui résonnerait un jour sur tous les continents. Les archéologues ont découvert de nombreux indices sur ces premiers peuples. À Gotland, la plus grande île de la mer Baltique, ils ont découvert d'anciennes tombes en forme de bateaux. Des pierres étaient soigneusement disposées en longues rangées pour former des navires. Cela témoigne de l'importance de la mer pour les Goths. Elle n'était pas seulement une source de nourriture, elle faisait partie intégrante de leur identité. Ils croyaient que même après la mort, leur voyage se poursuivait à travers les eaux. Dans ces tombes, des outils, des poteries, des armes et des bijoux étaient enterrés aux côtés des morts. Certaines poteries sont simples, d'autres sont décorées de motifs et de lignes. Les boucles de ceinture et les broches retrouvées témoignent d'une grande habileté dans le travail du métal. Ces motifs apparurent plus tard, en Europe de l'Est, prouvant que les Goths emportaient leur culture avec eux au fil de leurs déplacements. Des pièces de monnaie romaine ont également été retrouvées dans ces tombes anciennes. Ces pièces provenaient de contrées lointaines, transportées par des marchands qui traversaient rivières et forêts pour atteindre la côte baltique. Cela nous indique que les Goths n'étaient pas isolés. Déjà à cette époque reculée, ils faisaient partie d'un vaste réseau reliant le nord au puissant monde romain. Ils donnaient quelque chose en échange, peut être de l'ambre, des fourrures ou des outils finement travaillés. Le commerce a permis aux Goths de s'enrichir en connaissances et en biens. La langue offre un autre pan de leur passé. La langue gothique appartenait à la branche germanique orientale. Elle était apparentée au vieux norrois et à d'autres langues anciennes parlées par les tribus du Nord. Il n'en reste aujourd'hui que des fragments. Nous la connaissons principalement grâce aux travaux de Wulfila, un évêque gothique qui, des siècles plus tard, traduisit la Bible en gothique. Son œuvre nous aide à comprendre comment les Goths parlaient et pensaient. De nombreux mots utilisés par les Goths témoignent de ce qui comptait pour eux. Leurs mots pour souverain ressemblent à des mots du vieux norrois et de l'allemand moderne. Un autre mot signifiant maison ou enceinte apparaît dans d'anciens noms de lieux à travers toute la Scandinavie. Ces similitudes contribuent à relier les premiers Goths à leur patrie nordique. Leur voyage vers le sud allait durer plusieurs générations. Ce ne fut pas un événement isolé, mais une longue histoire de mouvements et de changements. À mesure que les familles et les clans se déplaçaient, ils emportaient avec eux leurs outils, leurs histoires et leurs modes de vie. Mais à cette époque reculée, ils étaient encore un peuple du Nord. Leur culture était façonnée par la mer, l'air froid et la force tranquille de la nature environnante. Ces débuts peuvent paraître modestes, une tombe sur une île, un morceau de poterie brisé, une broche rouillée enfouie dans le sol. Mais pris ensemble, ils parlent haut et fort. Ils nous parlent d'un peuple qui honorait ses morts, qui construisait avec soin, qui commerçait avec des terres lointaines et qui se préparait à quelque chose de bien plus grand.
Les Goths n'étaient pas encore des guerriers craints par Rome. Ils n'étaient pas encore des rois régnant sur de vastes territoires. Ils rassemblaient encore leurs forces, apprenaient du monde qui les entourait et grandissaient en silence. Telle l'aube qui se lève lentement sur une forêt sombre, leur ascension avait commencé, mais à peine. L'écho de leurs pas dans la neige, la forme de leurs bateaux dans la terre et l'éclat des pièces étrangères enfouies avec leurs morts nous murmurent à travers les âges. L'aube gothique était calme, mais elle allait engendrer une tempête qui allait ravager les empires. Tout commença ici, dans le calme du Nord. Une langue des forêts, bien avant que l'histoire ne soit écrite, les gens se transmettaient oralement. Dans les forêts froides et les rivages balayés par les vents du Nord, les gosses parlaient une langue qui résonnait dans leur quotidien. C'était le son des familles autour du feu, des guerriers planifiant les batailles et des anciens racontant des histoires sur les religions et les ancêtres. Cette langue, aujourd'hui disparue du quotidien, a autrefois façonné la vision du monde des Goths. Le gothique appartenait à la famille germanique orientale. Ses racines étaient communes à d'autres langues anciennes comme le vieux norrois et l'allemand primitif. Ces langues partageaient de nombreux mots, notamment pour désigner l'agriculture, les arts martiaux, la famille et la foi. Cela nous indique que les peuples qui les parlaient vivaient autrefois à proximité les uns des autres avant de se disperser à travers l'Europe. Si le vieux norrois a perduré pour devenir l'islandais moderne et certaines parties du suédois et du norvégien, le gothique a lentement disparu au gré des changements et des déplacements des populations. L'essentiel de nos connaissances sur la langue gothique provient d'un seul homme, Wulfila, prêtre et traducteur gothique. Il vécut au IVe siècle. Son nom signifie « petit loup ». Né d'un père gothique et d'une mère chrétienne romaine, Wulfila grandit en connaissant les deux mondes. Il utilisa ce savoir pour aider son peuple à comprendre la Bible dans sa propre langue. Mais il y avait un problème, la langue gothique n'avait jamais été écrite auparavant. Wulfila créa donc un alphabet spécial. Il emprunta des formes au grec et au latin, et même quelques-unes à d'anciennes runes, pour créer des lettres capables de reproduire les sonorités du gothique. Cet alphabet, composé de 27 lettres, pouvait exprimer tous les mots et toutes les idées dont les Goths avaient besoin. Grâce à lui, Wulfila traduisit une grande partie de la Bible en gothique, créant ainsi ce qui devint le premier livre en langue germanique. Ce livre, aujourd'hui connu sous le nom de Code d'argent ou Livre d'argent, subsiste encore dans une bibliothèque suédoise. Ses pages sont violettes et les lettres sont écrites à l'encre argent et or, témoignant de la valeur de cet ouvrage. Les mots gothiques trouvés dans la Bible de Wulfila nous offrent un aperçu approfondi du peuple. Le mot pour roi était aura besoin, qui ressemble au mot vieux norroiserie-crée l'allemand moderne Reich, signifiant royaume ou empire. Leur mot pour maison était délicieux, qui apparaît dans les anciens noms scandinaves et dans le mot anglais jarl. Ces mots témoignent de la culture commune entre les Goths et leurs voisins du Nord. La langue nous renseigne également sur les valeurs des Goths. Il existait de nombreux mots pour désigner les armes, les chevaux et les guerriers, témoignant d'une société où l'honneur, le combat et la force étaient importants. Mais il existait aussi de nombreux mots pour désigner la famille, les rassemblements et la terre. Ces mots nous rappellent que les Goths n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient aussi agriculteurs, éleveurs et bâtisseurs de maisons. Bien que le gothique ne soit plus parlé aujourd'hui, il a façonné les langues ultérieures. Certains de ces mots ont pénétré l'allemand et l'anglais. Les sonorités et les structures du gothique ont aidé les chercheurs à comprendre l'évolution des langues européennes. L'étude du gothique nous permet d'en apprendre davantage non seulement sur les mots eux-mêmes, mais aussi sur la manière dont les gens vivaient, pensaient et croyaient autrefois. La forêt où marchaient autrefois les Goths était peuplée d'arbres murmurants et de sentiers paisibles. Dans ce monde paisible, leur langue s'est affirmée. Elle a été façonnée par la terre, par la mer, par les besoins de leur famille et par les récits de leur religion. Elle s'est transmise de mère en enfant, de chef en guerrier, de conteur à auditeur. Elle contenait leur passé et leurs espoirs pour l'avenir. Au fil du temps, à mesure que les Goths se déplaçaient vers le sud et entraient en contact avec les Romains et les Grecs, leur langue commença à évoluer. De nouveaux mots s'y ajoutèrent tandis que les anciens s'estompaient. À mesure que leur culture se mêlait aux autres, la langue ancienne s'apaisa peu à peu.
mais elle ne disparut jamais vraiment. Elle survécut dans les pages de la Bible de Wulfila et dans les noms des lieux où les Goths s'étaient autrefois installés. Une langue est bien plus que des mots. Elle porte l'esprit d'un peuple. La langue gothique est née des forêts verdoyantes du nord. Elle résonnait à travers les collines, les vallées et les champs de bataille. Bien qu'elle ne soit plus parlée à voix haute, elle nous parle encore aujourd'hui à travers les pages d'un livre ancien, les gravures sur une pierre et la mémoire d'un peuple qui a jadis changé le monde. Des îles aux vallées, la migration commence. Il y a bien longtemps, les Goths vivaient paisiblement sur les îles et les côtes de la froide mer du Nord. Leur foyer se trouvait dans des régions comme Gotland et le sud de la Suède, où les forêts étaient denses et où la mer apportait poissons et commerce. Ils construisaient des maisons solides, fabriquaient de beaux outils et enterraient leurs morts avec soin. La vie était rythmée par la nature. Les longs hivers, les courts étés, le vent constant soufflant sur l'eau. Mais le changement s'annonçait. Lentement, tranquillement, les Goths commencèrent à se déplacer. Ce ne fut pas une décision soudaine. Cela s'est fait au fil des générations. Les familles firent leurs bagages et entamèrent un voyage vers le sud, un pas après l'autre. Personne ne sait exactement pourquoi cette migration a commencé. Peut-être était-ce la faim, le froid ou la recherche de terres plus fertiles. Peut-être la population était-elle devenue trop nombreuse pour les îles. Ou peut-être que des récits de vallées fertiles et de terres plus chaudes ont atteint le nord par l'intermédiaire de commerçants et de voyageurs. Quelle qu'en soit la raison, le mouvement a débuté non pas comme une invasion mais comme une expansion silencieuse. Comme des racines d'arbres s'enfonçant dans le sol, les Goths ont commencé à s'enfoncer dans les terres, abandonnant leurs îles natales. Leur chemin les mena à travers forêts, rivières, lacs et collines. Lentement, ils pénétrèrent dans les vastes vallées de ce qui est aujourd'hui la Pologne. Ces nouvelles terres étaient différentes, plus ouvertes, plus chaudes et propices à l'agriculture. C'est là que les Goths trouvèrent des lieux d'installation. Ils défrichèrent des terres, semèrent des cultures, construisirent des maisons et élevèrent du bétail. Les archéologues appellent cette partie de l'histoire gothique la culture de Villebάρk, du nom d'un site de la vallée de la Vistule où de nombreux vestiges ont été découverts. Les tombes de cette région racontent une histoire poignante. Certains corps furent brûlés, d'autres enterrés entiers. Dans les deux types de tombes, les Goths déposaient armes, bijoux, peaux et outils à côté de leurs morts. Ces objets sont presque identiques à ceux découverts plus tôt à Gotland et en Suède, ce qui témoigne de la similitude de leurs créateurs. La manière dont ils décoraient leur poterie, la forme de leurs broches et même la façon dont ils enterraient leurs guerriers, tout cela renvoie au nord. Mais il y avait aussi du nouveau. La terre offrait des matériaux différents et les populations locales avaient leurs propres coutumes. Au fil du temps, les Goths ont appris de leurs voisins et ont ajouté de nouveaux modes de vie aux leurs. Cela ne signifiait pas qu'ils oubliaient qui ils étaient. Au contraire, ils ont fusionné l'ancien et le nouveau. Leur identité s'est renforcée et non affaiblie à mesure qu'ils changeaient et s'adaptaient. Le commerce continua de jouer un rôle important dans la vie gothique. Des objets romains découverts dans des tombes gothiques, pièces de monnaie, objets en verre et en bronze prouvent que les Goths faisaient partie d'un vaste monde marchand. Ils échangeaient fourrures, ambre et autres produits nordiques contre des produits romains. Ce commerce permit aux communautés gothiques de s'enrichir et de renforcer leurs liens. Il leur apporta également des nouvelles du monde entier. Grâce au commerce, les Goths entendirent parler de villes, d'empires et de guerres lointaines. Leurs implantations dans les vallées étaient bien planifiées. De longues maisons en bois, certaines atteignant 40 mètres de long, étaient construites pour accueillir de grandes familles. Ces maisons étaient dotées d'un foyer central pour cuisiner et se chauffer, ainsi que d'un espace pour les animaux et des espaces de rangement. Autour des maisons, des champs étaient cultivés et des ateliers étaient installés. Les forgerons fabriquaient des outils et des armes. Les potiers façonnaient et cuisaient leur argile. La vie sur ces nouvelles terres était animée, dynamique et pleine de promesses. Cette période de l'histoire gothique marque un tournant majeur. Ils n'étaient plus seulement des insulaires du Nord. Ils étaient devenus plus que cela. En s'installant dans les vallées du Sud, ils avaient fait leur entrée sur la scène de l'histoire européenne. Leur voyage n'était pas terminé, mais c'était un début audacieux. Ils allaient encore devoir relever de nombreux défis.
De nouvelles terres apportaient de nouveaux dangers, et les Goths allaient devoir se battre pour conserver ce qu'ils avaient bâti. Mais ils étaient prêts. Des îles de la Baltique aux vastes vallées de la Vistule, les Goths emportaient leur culture avec eux. Ils n'erraient pas sans but. Ils se déplaçaient avec leurs histoires, leur foi, leurs outils et leurs espoirs. La terre changeait, les voisins changeaient, mais le cœur des Goths demeurait. Ce chapitre de leur long voyage marqua le premier véritable pas vers les grandes migrations qui façonneraient l'avenir de l'Europe. Le mouvement silencieux du nord au sud allait se transformer en quelque chose de bien plus puissant. La migration des Goths avait commencé, peuple des rivières et des collines. À mesure que les Goths s'installèrent sur les terres bordant la Vistule, ils ne furent plus seuls. D'autres peuples y vivaient déjà, agriculteurs, bergers, chasseurs et artisans, chacun avec ses propres coutumes, langues et modes de vie. Certains vivaient dans la région depuis des siècles, tandis que d'autres n'étaient arrivés que récemment. Parmi ces nouveaux voisins figuraient des tribus germaniques, slaves et peu, êtres celtes. La région était un carrefour, un lieu de rencontre entre les cultures. Au lieu d'entrer en conflit avec tous ceux qu'ils rencontraient, les Goths apprenaient, commerçaient et parfois même vivaient à leur côté. Cette période de l'histoire n'était pas marquée par de grandes batailles ni par des rois puissants. Elle était centrée sur la vie quotidienne. Les gens travaillaient la terre, élevaient des familles et enterraient leurs morts avec soin. Ils cultivaient dans de petits champs, élevaient le bétail dans des enclos en bois et stockaient la nourriture dans de grandes jarres et des fosses. La terre était fertile, les forêts regorgeaient d'animaux et les rivières étaient poissonneuses et approvisionnées en eau douce. Dans cet environnement paisible et riche, les Goths et leurs voisins ont peu à peu façonné un mode de vie commun. Les cimetières témoignent largement de cette histoire. Les archéologues ont découvert de nombreuses tombes dans la région, appartenant tant aux Goths qu'à d'autres tribus locales. Certaines étaient simples, avec seulement un pot ou un couteau. D'autres étaient plus riches, avec des armes, des bijoux et des pièces de monnaie romaine. Ces objets témoignent non seulement de la richesse, mais aussi des liens, à la fois avec des terres lointaines et avec des croyances communes. La manière dont les morts étaient enterrés révèle comment les cultures ont commencé à se mélanger. Certaines tombes respectaient d'anciennes traditions nordiques, tandis que d'autres intégraient des coutumes locales ou romaines. Au fil du temps, ces styles se sont mélangés pour créer quelque chose de nouveau. Un élément intéressant découvert dans nombre de ces tombes est l'absence d'armes. Cela a d'abord surpris les chercheurs. Ces personnes étaient-elles pacifiques? Ou les armes étaient-elles enterrées ailleurs? Des études ultérieures ont montré que les armes étaient parfois placées dans des lieux rituels spécifiques et non avec les corps. Cela nous indique que les Goths avaient des croyances complexes sur la mort et l'honneur. Épées et lances ont pu être été offertes aux religions ou enterrées dans des lieux destinés à la communauté entière. Au quotidien, les habitants des rivières et des collines vivaient dans de petits villages aux maisons en bois. Ces maisons, longues et étroites, offraient de l'espace pour les familles, les outils et les animaux. Elles étaient dotées de foyers au centre et parfois de bancs intégrés aux murs. Les toits étaient en chaume ou en bois, suffisamment solides pour résister à la neige en hiver. Autour des maisons se trouvaient des jardins, des ateliers et des champs. La vie était simple mais pleine de sens. Chacun avait un rôle à jouer. Fermier, chasseur, forgeron, potier et tisserand. Les gens fabriquaient de nombreux objets utiles avec habileté et soin. La poterie était fabriquée à la main, sans tour, et décorée de lignes, de points et de motifs. Les métallurgistes fabriquaient des couteaux, des broches, des aiguilles et des outils agricoles. Ces objets étaient à la fois pratiques et esthétiques. Même le plus simple pouvait porter des signes de culture et d'identité. Les motifs sur les poteries ou les bijoux reprenaient souvent d'anciens symboles du Nord, témoignant de la survie du passé dans les moindres détails. Le commerce reliait ces villages au reste du monde. Des pièces de monnaie romaine, de la verrerie et des objets en bronze ont été découverts loin des frontières de l'Empire. Ces biens n'étaient pas seulement des décorations. Ils étaient des signes de richesse, de pouvoir et de connexion. En échange, les peuples du Nord échangeaient probablement de l'ambre, des fourrures, de la laine et du miel.
Ces produits voyageaient des forêts des Goths vers les marchés des profondeurs de l'Empire romain. Les commerçants apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des histoires, des chants et des idées. Ces échanges ont contribué à façonner une culture plus riche et plus complexe. Les rivières et les collines ont façonné bien plus que les lieux de vie des gens. Elles ont façonné leur mode de vie. Les rivières étaient des voies de communication pour le commerce et les déplacements. Les collines offraient un abri et de bonnes terres pour le pâturage. Les forêts fournissaient du bois pour les maisons et les outils. Cette terre n'était pas sauvage, c'était leur foyer. Les gens qui y vivaient connaissaient ses saisons, ses dangers et ses richesses. Ils la respectaient, travaillaient avec elle et en tiraient une force nouvelle. Les Goths, autrefois venus de la mer, faisaient désormais partie de ce nouveau monde. Ils n'étaient plus de simples voyageurs, mais des colons. En vivant parmi d'autres peuples, ils grandissaient, s'adaptaient et changeaient. Leur identité ne disparaissait pas. Au contraire, elle se fondait, se remodelait et les préparait au prochain chapitre de leur long voyage. Les rivières et les collines étaient devenues leur nouveau foyer. Et c'est de là que leur histoire allait continuer à grandir. La colonisation des steppes. La culture Tcherniakov. Après avoir traversé les immenses montagnes, les Goths pénétrèrent dans un monde nouveau. Les vastes prairies de la steppe pontique caspienne s'étendaient à perte de vue. Le territoire était ouvert et plat, sillonné de rivières serpentant à travers les hautes herbes. Ici, pas de forêt dense ni de collines rocheuses, seulement le ciel, le vent et l'espace infini. Cette terre était différente des vallées et des bois qu'ils avaient connus auparavant, mais elle offrait quelque chose d'important, la liberté, l'espace pour grandir et la possibilité de construire quelque chose de nouveau. C'est sur cette terre que les Goths s'installèrent et entama le prochain chapitre de leur histoire, connu aujourd'hui sous le nom de culture Tcherniakov. La culture de Tcherniakov n'a pas été créée uniquement par les Goths. De nombreux groupes vivaient dans la région. On y trouvait des Sarmates qui montaient à cheval et vivaient dans les plaines. Des agriculteurs y vivaient depuis des générations. Des commerçants se déplaçaient d'un village à l'autre. À leur arrivée, les Goths n'ont pas chassé tout le monde. Au contraire, ils se sont unis. Au fil du temps, ces différents peuples ont commencé à vivre ensemble. Ils ont partagé idées, outils et modes de vie. Il en est résulté une culture à la fois nouvelle et forte. Les villages de la culture Tcherniakov étaient plus vastes et mieux organisés que ceux laissés par les Goths. Certains villages couvraient de vastes étendues avec des rangées de maisons et des espaces libres pour l'agriculture. Nombre d'entre eux étaient construits en bois et en argile, avec des murs suffisamment solides pour résister aux hivers rigoureux et aux étés chauds. À l'intérieur, on trouvait des foyers pour cuisiner, des lits de paille et des espaces de rangement pour la nourriture et les outils. À l'extérieur, des champs s'étendaient dans toutes les directions, plantés de céréales comme le blé, l'orge et le millet. Les habitants élevaient également des animaux, vaches, moutons, chèvres et chevaux. Ces animaux fournissaient du lait, de la viande, de la laine et contribuaient aux travaux agricoles. Les chevaux étaient particulièrement importants. Ils étaient utilisés pour les voyages, le commerce et la guerre. Les enfants apprenaient à monter à cheval dès leur plus jeune âge, et les cavaliers expérimentés pouvaient parcourir rapidement de longues distances à travers la steppe. L'équipement équestre découvert par les archéologues montre que les habitants prenaient grand soin du dressage et de la monte de leurs animaux. La poterie de cette culture était fabriquée avec soin et souvent décorée. Certains pots étaient façonnés à la main, d'autres sur roue. Ils servaient à cuisiner, à conserver les aliments et à transporter l'eau. Nombre d'entre eux étaient lisses et sombres, avec des surfaces brillantes et des motifs simples. Ces motifs témoignent d'un mélange de styles, certains issus du passé nordique des Goths, d'autres des traditions locales. Ce mélange est l'un des signes les plus évidents de la fusion des cultures sur cette terre. Le travail du métal s'est également amélioré à cette époque. Les forgerons fabriquaient des outils robustes, des armes tranchantes et de magnifiques bijoux. Broches, épingles et boucles de ceinture étaient ornées de motifs animaliers et linéaires. Ces objets n'étaient pas seulement utiles, ils témoignaient du statut social et du savoir-faire.
Parmi les trésors célèbres découverts en Roumanie figurait une broche en forme d'aigle royal, lourde et détaillée, témoignant du savoir-faire des artisans. Le commerce occupait une place importante dans la vie. La steppe reliait de nombreuses terres. Les commerçants circulaient entre l'Empire romain, l'Asie centrale et les forêts du Nord. Les Goths étaient au cœur de ces routes. Des pièces de monnaie romaine, de la verrerie et d'autres objets ont été retrouvés dans leurs colonies. En échange, les Goths échangeaient peu, être des céréales, des fourrures, de l'ambre ou des objets artisanaux. Ce commerce apportait non seulement richesse, mais aussi de nouvelles idées et de nouveaux styles. Les peuples de la culture Tcherniakov avaient également des croyances fortes. Les tombes de cette époque témoignent à la fois d'enterrement et de crémation. Certaines étaient simples, avec seulement quelques objets déposés à côté des morts. D'autres étaient plus riches, avec des armes, des bijoux et des poteries. Ces pratiques funéraires témoignent du respect des morts et de la croyance en une vie après la mort. Les traditions de leur passé perdurent, même si de nouvelles coutumes venues de leurs voisins y ont été ajoutées. Cette culture dura environ 2 siècles. Ce fut une époque de paix, de croissance et de créativité. Les Goths n'étaient plus de simples voyageurs ou nouveaux venus. Ils faisaient partie d'un monde nouveau. Ils avaient trouvé refuge dans les steppes. Leurs mains construisaient les maisons, leurs outils travaillaient la terre et leur cœur façonnait une culture dont on se souviendrait longtemps après sa disparition. La culture Tcherniakov était la preuve que des peuples différents pouvaient vivre ensemble, partager leurs coutumes et créer quelque chose de durable. Les saisons passaient et les steppes s'adaptaient au rythme de la vie humaine. Le paysage changeait lentement, les sentiers devinrent routes, les hameaux, villages organisés. Autour des habitations, les cultures prenaient de l'ampleur et les troupeaux s'étendaient jusqu'à l'horizon. La nature et l'homme semblaient avancer ensemble dans une même direction. L'un des éléments centraux de cette culture était l'organisation communautaire. Contrairement aux groupes isolés du passé, les villages Tcherniakov étaient bien structurés. Il y avait des zones communes pour les fêtes, des espaces réservés au travail du métal ou de la poterie, et des lieux pour les conseils de village. Ces réunions étaient essentielles pour décider de la répartition des terres, du stockage des récoltes ou encore de la défense commune. L'autorité ne reposait pas sur un seul chef, mais souvent sur des assemblées locales où les anciens jouaient un rôle clé. Les relations entre familles étaient aussi très importantes. Des mariages unissaient différentes origines. Ces alliances permettaient de renforcer les liens entre peuples et de favoriser la paix. Le respect des anciens, la transmission orale des récits et la participation de chacun à la vie collective formaient la base de cette société. Les arts prenaient également une place plus visible. Outre les bijoux et poteries, les habitants décoraient leurs maisons avec des motifs géométriques ou animaliers peints ou gravés sur les murs en argile. Les vêtements, souvent simples, étaient parfois ornés de broderies fines ou de perles, signe de savoir-faire et de beauté discrète. Des fêtes rituelles rythmaient l'année. Certaines célébraient les récoltes, d'autres honoraient les anciens ou marquaient les solstices. La musique et la danse y occupaient une place importante. Les instruments comme les flûtes en os, les tambours ou les cordes tendues accompagnaient les chants qui racontaient les histoires du passé et les espoirs de l'avenir. L'éducation des enfants n'était pas formelle comme dans les grandes cités, mais elle était constante. Les plus jeunes apprenaient en observant et en aidant. Les garçons suivaient leur père au champ ou à la chasse, tandis que les filles apprenaient la cueillette, le tissage et la cuisine. Mais tous, sans exception, écoutaient les contes autour du feu, car c'était là que la mémoire du peuple se transmettait. La religion évoluait aussi. Certains rites anciens persistaient, comme l'offrande de nourriture aux esprits ou l'allumage du feu sacré. Mais on trouve aussi des influences nouvelles, venues des terres voisines. Des objets liés à des divinités étrangères ont été retrouvés, preuve d'un monde en contact constant avec l'extérieur. Cette ouverture n'effaçait pas les croyances anciennes, elle les enrichissait. Enfin, la défense du territoire restait une préoccupation. Les Goths, bien qu'en paix, savaient que le danger pouvait venir à tout moment. Des tours de guet furent construites sur les hauteurs et les jeunes hommes s'entraînaient régulièrement à l'arc et à l'épée.
L'organisation militaire était simple mais efficace, fondée sur l'unité et la rapidité. Ainsi, la culture Tcherniakov représentait bien plus qu'un simple regroupement de peuples. C'était un tissu vivant fait de diversité, de savoir partagé et de travail commun. Elle montrait que la force d'un peuple ne réside pas uniquement dans ses armes, mais dans sa capacité à bâtir, à s'adapter et à rêver ensemble. Quand les siècles passèrent et que le vent emporta les traces visibles de cette époque, il resta quelque chose de plus fort, la mémoire d'un peuple qui, sur les vastes steppes, avait prouvé qu'un monde uni pouvait naître des différences. La foi gothique et le changement sacré, pour les premiers Goths, la foi était un élément essentiel de leur vie. Elle façonnait leur vision du monde, leur façon de traiter la terre et d'honorer leurs morts. Avant d'entendre parler de nouvelles croyances comme le christianisme, les Goths suivaient les anciennes coutumes, leur religion ancestrale venue du Nord. Cette foi était liée à la nature, à leurs ancêtres et aux puissances invisibles qui, selon eux, veillaient sur eux. Elle n'était pas écrite dans les livres, elle vivait dans les histoires, les rituels et le cœur des gens. Les Goths croyaient que la religion et les esprits les entouraient. Certaines religions étaient liées au ciel, au tonnerre ou à la guerre. D'autres étaient liées à la terre, aux rivières et aux forêts. Ils croyaient que ces forces avaient un grand pouvoir et cherchaient à les préserver par des offrandes et des prières. Les lieux sacrés se trouvaient généralement dans la nature, comme un bosquet paisible, une grosse pierre ou une colline offrant une vue dégagée sur le ciel. On y déposait de la nourriture, des os d'animaux ou des objets précieux, espérant de bonnes récoltes, une protection ou la guérison. Les rituels étaient un élément important de la vie gothique. À la naissance d'un enfant, au décès d'un proche ou au changement de saison, les habitants se réunissaient pour célébrer des cérémonies. Ces événements rassemblaient la communauté. Ils allumaient des feux, chantaient des chansons et partageaient des repas. Ils se souvenaient également des histoires de leurs ancêtres, celles de guerriers courageux, de chefs sages et de la religion qui les avait aidés dans les moments difficiles. Ces histoires se transmettaient de génération en génération, préservant leur foi malgré les changements du monde qui les entourait. Mais le changement était en marche. À mesure que les Goths se rapprochaient de l'Empire romain, ils commencèrent à entendre de nouvelles idées, notamment concernant une nouvelle religion, le christianisme. Au début, cela leur parut étrange. Il parlait d'un seul Dieu au lieu de plusieurs. Il enseignait la paix, la bonté et le pardon, des valeurs différentes des anciennes coutumes guerrières. Mais il offrait aussi de l'espoir, surtout aux pauvres et aux souffrants. Wulfila joua un rôle majeur dans ce changement. Né de parents gothiques, il fut élevé dans la foi chrétienne. Il devint prêtre puis évêque. Wulfila connaissait à la fois le monde romain et le monde gothique. Souhaitant aider son peuple à comprendre cette nouvelle foi, il accomplit une œuvre capitale. Il créa une forme écrite de la langue gothique. Il traduisit ensuite la Bible afin que les Goths puissent entendre les récits chrétiens dans leur langue. Cela permit à la foi de se propager de manière familière et respectueuse. La vision du christianisme de Wulfila était douce et simple. Il enseignait la paix et la loyauté et encourageait les Goths à vivre en paix avec leurs voisins. Ses enseignements étaient plus proches de la branche arienne du christianisme, différente des croyances de la plupart des Romains. Même si cela provoqua quelques désaccords par la suite, cela n'empêcha pas la croissance de la foi chez les Goths. Cependant, tous les Goths n'acceptèrent pas immédiatement la nouvelle religion. Nombre d'entre eux restèrent attachés à l'ancienne religion et à ses rituels. Ils estimaient que changer de foi signifiait oublier leurs ancêtres. Cela conduisit à une période de division au sein du peuple. Certains suivaient la voie chrétienne, tandis que d'autres restaient attachés aux anciennes croyances. Mais malgré ces différences, le peuple gothique resta uni. Ils continuèrent à vivre ensemble, à travailler ensemble et à relever les défis ensemble. Au fil du temps, de plus en plus de Goths se convertirent au christianisme. Des églises furent construites, des prêtres furent choisis et des jours saints furent ajoutés au calendrier. Même la manière d'enterrer les morts commença à évoluer. Les tombes se simplifièrent et on déposa moins d'objets auprès des morts. Ces changements témoignèrent de l'enracinement profond de la nouvelle foi.
Mais même avec la propagation du christianisme, des traces de l'ancienne foi subsistèrent. Certains symboles anciens furent gravés dans la pierre. Certains chants anciens furent encore chantés. Le passé ne fut pas oublié. Il s'intégra simplement à quelque chose de nouveau. L'histoire de la foi gothique est celle d'un changement sacré. Elle a commencé dans les forêts et les rivières du Nord, avec la religion du tonnerre et de la terre. Elle s'est développée grâce au feu, aux chants et aux souvenirs. Puis elle a évolué grâce à la bonté, aux livres et à la force tranquille de la croyance. Malgré tout cela, les Goths ont continué à chercher un sens, la vérité, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et au cours de ce voyage, ils ont trouvé une nouvelle voie, celle qui allait façonner leur avenir à jamais. La transition vers le christianisme n'était pas seulement une question de croyance, mais aussi de transformation profonde du mode de vie gothique. À mesure que la nouvelle foi pénétrait dans les villages et les campements, elle modifiait la manière dont les Goths percevaient l'autorité, la justice et la communauté. Le chef tribal, autrefois considéré comme l'intermédiaire entre les dieux anciens et le peuple, commença à partager son influence avec les figures religieuses chrétiennes, notamment les évêques et les prêtres. Ces nouvelles figures spirituelles n'avaient pas de lance ni de chevaux de guerre, mais elles détenaient une autre forme de pouvoir, la parole, le savoir et l'accès à un message universel. Leurs sermons, souvent prononcés en gothique, touchaient les cœurs en parlant de pardon, de charité et de vie après la mort, non en fonction des offrandes, mais de la foi. Cela bouleversait la structure sociale traditionnelle, dans laquelle les rituels anciens assuraient une continuité entre les vivants et les esprits du passé. Le rôle des femmes évolua également. Dans les anciennes coutumes, elles étaient gardiennes du foyer, et parfois des rites secrets liés à la fertilité ou aux saisons. Avec le christianisme, elles purent jouer un rôle plus actif dans les cercles de foi, enseignant aux enfants, chantant dans les assemblées et même accueillant les premiers lieux de prière dans leur maison. La famille devint le premier espace de conversion, là où les valeurs chrétiennes étaient apprises et répétées chaque jour. Les objets religieux se transformèrent aussi. Là où jadis on portait des amulettes représentant des animaux sacrés ou des symboles de la foudre, on vit apparaître des pendentifs en forme de croix, simples mais puissants. Ces croix n'étaient pas seulement des marques de foi, mais aussi des signes d'un monde en mutation. De nouvelles fresques furent peintes dans les églises gothiques, racontant des scènes de la vie de Jésus, de la Vierge Marie et des premiers martyrs. Le calendrier se remplit de fêtes chrétiennes, mais certaines coïncidaient étrangement avec les anciens moments sacrés de l'année. L'hiver restait une période de recueillement, le printemps un temps de renouveau. Si les noms changeaient, les émotions liées à ces saisons restaient les mêmes. Ainsi, les célébrations païennes ne disparurent pas brutalement. Elles furent peu à peu absorbées, intégrées, parfois réinventées sous un nouveau nom. La littérature gothique, bien qu'encore rare, se développa grâce à la traduction de la Bible. Les versets résonnaient avec une force nouvelle, car ils racontaient des récits de souffrance, de courage et de foi, proches des épreuves vécues par les Goths eux-mêmes. Des copies manuscrites circulaient entre les communautés, souvent illustrées et précieusement gardées. Le changement sacré n'éteignit pas l'âme gothique. Au contraire, il lui offrit une nouvelle manière de grandir. Certains anciens acceptèrent le christianisme comme une évolution naturelle de leur spiritualité, voyant dans le Christ un guide semblable aux héros mythiques de leur chant d'autrefois. D'autres résistèrent plus longtemps, préférant garder le silence autour du feu, là où les anciens dieux semblaient encore écouter. Mais même au sein de cette diversité spirituelle, l'unité ne fut pas rompue. Les communautés restèrent solidaires. Dans les villages convertis, on continuait d'aider les voisins qui suivaient les anciennes voies. La foi ne devint pas une arme de division, mais un pont entre générations. Ainsi, la foi gothique fut un fleuve changeant. Elle débuta dans les sources profondes de la tradition, serpenta à travers les vallées des rites anciens et fut rejointe par les eaux nouvelles du christianisme. Ensemble, elles formèrent un courant plus large, un fleuve sacré portant les espoirs, les douleurs et les rêves d'un peuple en quête de lumière. Le feu et le fer Andrinople et ses conséquences. La bataille d'Andrinople en 378 à Pergicée fut l'un des événements les plus choquants de l'histoire romaine. Elle commença par un appel à l'aide, mais se termina dans le sang et les flammes.
Les Wisigoths étaient venus dans l'Empire romain en quête de sécurité. Ils avaient traversé le Danube avec leur famille, espérant échapper à la terreur des Huns. Ils demandaient des terres, de la nourriture et la paix. Au début, ils furent autorisés à entrer, mais ils ne furent pas traités avec soin. Au lieu d'être accueillis, ils furent trompés, affamés et humiliés. Les autorités romaines les considéraient comme un fardeau et non comme des personnes. La tension monta rapidement. Les Wisigoths avaient tenté de faire preuve de patience, mais la faim et les mauvais traitements devinrent trop intenses. Leur chef, Fritigern, tenta d'apaiser la colère, mais savait que la situation s'effondrait. Le coup de grâce fut porté lorsque les soldats romains tentèrent de séparer les chefs goths de leur peuple lors d'une réunion. Apparemment pris au piège, les Wisigoths se soulevèrent pour se défendre. Ce qui avait commencé comme un petit acte de résistance devint une véritable guerre. Les camps se transformèrent en champs de bataille, les champs de blé en champs de feu. L'empereur romain de l'époque, Valens, était confiant. Il pensait que son armée était suffisamment puissante pour écraser rapidement les Wisigoths. Il n'attendit pas de renfort de l'ouest de l'Empire. Il souhaitait une victoire rapide et pensait l'ennemi faible, mais il avait tort. Les Wisigoths étaient désespérés, déterminés et bien organisés. Ils n'étaient plus de simples pillards. Ils étaient une force combattante composée de guerriers défendant leur famille et leur avenir. La bataille eut lieu près d'Andrinople, dans l'actuelle Turquie. L'armée romaine marcha sous un soleil de plomb, fatiguée et mal préparée. Elle s'attendait à trouver un petit groupe de guerriers gothiques. Au lieu de cela, elle fut encerclée. Les Wisigoths avaient caché leur cavalerie derrière les collines avoisinantes. Alors que l'armée romaine était dispersée et désorientée, les cavaliers gothiques chargèrent. Leur attaque fut rapide, féroce et meurtrière. Les Romains furent pris au dépourvu, sans aucune chance de s'échapper. Ils furent écrasés. L'empereur Valens lui-même fut tué, et son corps ne fut jamais retrouvé. La nouvelle de la défaite romaine se répandit rapidement. Pendant des siècles, Rome avait été la plus grande puissance du monde. Or, un groupe de réfugiés, autrefois méprisés, avait anéanti l'une de ses meilleures armées. C'était plus qu'une perte militaire, c'était le signe que l'Empire n'était plus intouchable. La peur se répandit dans les villes romaines. Si les Wisigoths parvenaient à remporter une telle bataille, quelle serait la suite? Les Wisigoths, malgré leur victoire, étaient toujours en crise. Ils n'avaient ni foyer, ni terre sûre, ni paix. Après la bataille, ils parcoururent l'Empire, parfois en combattant, parfois en s'installant temporairement, toujours à la recherche d'un lieu où construire un avenir. Sans Fritigern, probablement mort peu après la bataille, de nouveaux dirigeants durent prendre le relais. Les Wisigoths étaient las de la guerre. Ils voulaient vivre, cultiver la terre, élever leurs enfants en sécurité. Mais l'Empire ne savait toujours pas quoi faire d'eux. Les années passèrent et de nombreuses tentatives de paix furent menées. Finalement, en 382 après Gessé, un traité fut conclu. Les Wisigoths furent autorisés à s'installer dans les Balkans. Ils pouvaient cultiver la terre et vivre sous la direction de leur propre chef, mais ils étaient censés combattre pour Rome si besoin n'était. Cette paix était précaire, mais elle laissa aux Wisigoths un peu de répit. Ils étaient désormais au sein de l'Empire, non pas comme esclaves ou étrangers, mais comme un peuple ayant une voix et un rôle à jouer. La bataille et ses conséquences changèrent tout. Rome ne pouvait plus ignorer la puissance des tribus au-delà de ses frontières. Les murs qui divisaient autrefois le monde étaient désormais fragiles. Les Wisigoths avaient montré que le changement était en marche, non seulement par la force, mais aussi par le mouvement, la culture et la survie. Ils n'étaient plus de simples ombres au bord des cartes. Ils étaient entrés dans l'histoire, marqués par le feu et le fer. Andrinople ne marqua pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère. Pour les Wisigoths, elle prouva qu'ils pouvaient non seulement se défendre, mais aussi façonner le monde qui les entourait. Ils n'étaient plus des invités ni des ennemis. Ils faisaient désormais partie intégrante de l'histoire de l'Europe. Des païens aux prédicateurs le tournant chrétien. Pendant de nombreuses générations, les Goths ont suivi les anciennes croyances de leurs ancêtres. Leur religion vivait dans le ciel, la forêt et le vent. Ils vénéraient la nature, les esprits et des forces puissantes invisibles.
Ces religions étaient honorées par des chants, des rituels et des lieux sacrés à ciel ouvert. Elles apportaient courage à la guerre et réconfort dans la mort. L'ancienne foi était présente dans chaque village, chaque famille et chaque histoire se transmettait de parents à enfants. Mais avec l'arrivée des Goths dans le monde romain, leur vie a commencé à changer. L'un des plus grands changements concernait leur foi. Progressivement, ils ont délaissé leurs anciennes religions pour les nouveaux enseignements du christianisme. Ce changement ne s'est pas produit d'un coup. Il a commencé par des contacts. Alors que les Goths vivaient près des terres romaines, commerçaient avec eux et servaient dans les armées romaines, ils ont commencé à entendre parler du Dieu chrétien. Le message d'amour, de paix et de vie éternelle était différent de leur tradition guerrière, mais il était aussi porteur d'espoir. De nombreuses familles gothiques avaient perdu leur foyer, connu la mort et vécu dans la peur. Le christianisme offrait une nouvelle voie, celle du pardon, de la communauté et d'une vie après la mort. Wulfila, aussi connu sous le nom d'Ulfilas, joua un rôle clé dans cette transformation. Né de parents gothiques, il grandit dans un monde romain. Il apprit le gothique et le grec et était profondément attaché à la foi chrétienne. Wulfila croyait que le message du Christ devait être transmis à son peuple dans sa propre langue. Il réalisa alors un exploit. Il créa un alphabet pour la langue gothique. Il traduisit ensuite de larges parties de la Bible afin que les Goths puissent entendre la parole de Dieu dans leur propre langue. Wulfila enseignait une forme de christianisme appelée arianisme. Celui-ci était légèrement différent des enseignements de l'Église romaine. Les Ariens croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, mais pas pleinement égal à Dieu le Père. Cette croyance avait été débattue dans tout l'Empire, et l'Église romaine l'avait rejetée. Mais pour les Goths, le christianisme arien fut leur premier apprentissage, et il façonna leur foi primitive. Bien que différent des croyances romaines, il demeurait centré sur la bonté, l'humilité et la foi en un seul Dieu. Les enseignements de Wulfila se répandirent rapidement. Il était doux, sage et respecté. Il ne forçait pas les gens à croire, mais partageait des histoires, répondait aux questions et menait une vie simple et paisible. Son œuvre inspira d'autres prédicateurs et bientôt de plus en plus de Goths commencèrent à suivre la voie chrétienne. Ils construisirent de petites églises, organisèrent des cultes et commencèrent à intégrer les symboles chrétiens à leur quotidien. La croix, autrefois une étrange image romaine, devint un symbole d'espoir pour le peuple gothique. Tout le monde n'accepta pas immédiatement cette nouvelle foi. Nombre d'anciens et de guerriers restèrent attachés aux anciennes religions. Ils estimaient les nouveaux enseignements trop indulgents ou inconnus. Certains craignaient que s'éloigner des anciennes coutumes ne porte malheur ou n'irrite les esprits. Mais avec le temps, de plus en plus de personnes se convertirent, notamment en constatant la bonté, la paix et l'unité que le christianisme apportait à leur famille et à leur village. L'évolution de la foi a également transformé la perception que les Goths avaient d'eux-mêmes. Ils n'étaient plus de simples étrangers au monde romain. Ils faisaient désormais partie d'un ensemble plus vaste. Leurs enfants étaient baptisés, leurs chefs priaient un Dieu unique et leur culture commençait à refléter les valeurs chrétiennes. Au lieu de brûler les villages ennemis, ils apprenaient à pardonner. Au lieu de chanter les anciennes religions, ils chantaient des hymnes de grâce. La propagation du christianisme parmi les Goths leur a donné un nouveau sens à leur vie. Certains sont devenus prédicateurs et enseignants. D'autres ont contribué à copier la Bible dans leur langue. Leur foi les a aidés à traverser les épreuves et leur a donné la force d'affronter l'avenir. Même lorsque l'Empire les a traités injustement, ils sont restés attachés au message d'amour et de salut. Le tournant chrétien fut plus qu'un simple changement de culte. Ce fut un profond changement dans la façon dont les Goths percevaient la vie, la mort et les autres. Ils passèrent de l'adoration de multiples religions à la croyance en une seule, de la peur à la foi, de païens à prédicateurs. Et au cours de ce voyage, ils devinrent non seulement un peuple de l'épée, mais aussi un peuple de la parole. Leur histoire ne se résumait plus à une simple question de pouvoir, mais aussi de paix, d'espoir et de la lumière d'une nouvelle croyance.